Salut à tous, bienvenue sur ce super stream où on va vous présenter ce super événement qui s'appelle Start. Donc Start, c'est le septième, c'est la 7e édition de cet événement. Pour la 3e fois, je crois, d'affilée, nous le faisons ici sur place au studio, donc au sein du studio Renegade. Donc je suis votre hôte, Christophe, et je vais aujourd'hui vous présenter différents métiers, plutôt différents intervenants qui vont vous parler de leur métier. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont en live avec nous sur Twitch, à poser vos questions en live. Je les prendrai au fur et à mesure pour rebondir et puis demander aux intervenants d'y répondre. Aujourd'hui, nous avons plusieurs intervenants de différents studios de la région, donc essentiellement autour de Bordeaux, Angoulême et La Rochelle. Je vous présenterai ça tout à l'heure avec l'agenda de la journée. On va faire le tour de différents métiers. Et d'abord, pour commencer, je vais vous présenter du coup SoGames, qui est l'association qui nous accompagne pour organiser cet événement. Et donc j'ai Marie-Charlotte avec moi aujourd'hui qui va nous parler de l'association. Bonjour Christophe. Salut. Donc je me présente Marie-Charlotte Inesta, donc je suis la déléguée générale de SoGames. Et effectivement, SoGames, c'est l'association des professionnels du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'objectif, c'est de développer la filière du jeu vidéo, qui est donc la première industrie culturelle mondiale. Et donc on rassemble tous les studios, tous les acteurs en fait, parce que ça peut aussi être des personnes qui sont en freelance sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, comme tu l'as dit, ça représente beaucoup de villes. Et donc c'était important pour nous de représenter l'ensemble du territoire avec des intervenants et intervenantes de Angoulême, La Rochelle et donc de Bordeaux aussi. Exactement, donc on aura effectivement toutes ces villes qui seront couvertes, mais alors du coup, SoGames, vous contribuez du coup à l'animation du coup de l'écosystème de ces différents studios sur la région au global. Oui, tout à fait. En fait, on a plusieurs objectifs. En fait, au niveau de SoGames, c'est le développement de la filière, comme je l'ai dit, qui va être l'objectif principal. Mais après, on va aussi participer à des événements de l'écosystème. Donc, ça peut être des événements nationaux comme locaux et comme internationaux également aussi, puisque du coup, il y a des gros événements à l'étranger, notamment la Gamescom à Cologne. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir l'association, promouvoir les studios et leurs jeux vidéo. Et on est aussi là pour accompagner en fait ceux qui ont des projets pour faire des jeux vidéo. Donc l'idée, c'est vraiment de les aider à trouver les bons interlocuteurs, de savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver du financement pour créer leur jeu, puisque effectivement, un jeu, c'est un budget, et donc il y a des aides qui existent, que ce soit régionale avec donc la région Nouvelle-Aquitaine et aussi nationale. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer une attractivité territoriale en animant la filière, en mettant en lien les différents studios. Donc on organise aussi des événements pour que les studios puissent se rencontrer. Excellent, super. Et bien, dont cet événement qui se passe aujourd'hui, donc si on refait l'historique, Start, en fait, cet événement, le but initial, c'était de pouvoir présenter ce que c'était les métiers du jeu vidéo à des jeunes en orientation, donc principalement en classe de 3e, qui, comme vous le savez beaucoup, en classe de 3e, on aime bien faire des stages en entreprise pour découvrir ces métiers. Malheureusement, il y avait tellement de demandes de stages pour peu de place qu'il y avait, les studios qui prenaient quasiment personne. Ça s'ouvre un petit peu en ce moment, j'ai cru entendre. Mais du coup, vous aviez inversé la tendance en disant on va faire l'inverse, on va présenter nous-mêmes les métiers pour que les jeunes puissent découvrir ça et choisissent une orientation en fonction. Du coup, cet événement, c'est la continuité de ça. Et on l'a ouvert effectivement en stream au plus grand nombre, puisque maintenant vous allez pouvoir découvrir ça où que vous soyez, pas juste en présentiel sur une ville de la région. Top, merci. Je vais vous montrer rapidement l'agenda du coup de la journée, puisque de l'après-midi, on va pas faire ça toute la journée quand même. Nous avons plusieurs personnes du coup des différents studios que nous avons retenus, donc il y a 5 métiers qu'on a choisis aujourd'hui. Producteur, game designer, directeur artistique, développeur et concept artiste au sein des studios, vous voyez, Sobo, Tower 5, Shiro Games, Team Pebbles et Ubisoft. Donc plusieurs tailles de studios qui sont dans les différentes villes de la région. N'hésitez pas du coup à venir pour chacun des intervenants. Donc on aura une pause entre chaque intervenant, on remettra la petite boucle d'attente que vous avez eu au début, le générique, le temps de changer l'intervenant du canapé ou de contacter, puisque nous aurons quelques personnes à distance également pour intervenir sur les autres villes. Et puis à la fin, évidemment, on reviendra avec Marie-Charlotte faire une petite conclusion de l'événement et on aura un tirage au sort avec de nombreux lots à gagner. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. Préparez-vous à intervenir dans la chatroom. Si vous souhaitez poser des questions ou participer à la fin, ça se fera aussi dans la chatroom. Voilà, c'est bon pour moi là-dessus. On fait une petite pause et on se retrouve avec le prochain intervenant, du coup, Alizé, pour nous parler du métier de producteur. A tout de suite. Et nous revoilà. Donc, je vais accueillir sur le plateau aujourd'hui, sur le canapé plutôt, notre premier intervenant aujourd'hui, c'est Alizé, qui va nous parler du coup du métier de producteur. Et je te
bascule comme ça. Bonjour Alizée, Bonjour. merci de venir nous voir et de nous parler de ton métier. Donc tu es producteur, c'est ça, au sein du studio Asobo. Oui, c'est ça, je suis productrice sur Microsoft Flight Simulator depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant, au sein d'Asobo Studio. D'accord, ok. Donc Flight Simulator, c'est un jeu qui date d'il y a très très longtemps. Moi j'y jouais quand j'étais petit, donc Oui. ça pour vous dire, c'est un vieux jeu. Et par contre, donc, du coup, vous avez récupéré Asobo, donc cette licence de Microsoft, et donc c'est un jeu qui dure depuis très longtemps. C'est pas un jeu qui sort récemment. Non, en fait, c'est la plus ancienne licence de Microsoft qui a 40 ans. On a fêté d'ailleurs le 40e anniversaire l'année dernière. Et effectivement, depuis 2020, c'est Asobo qui l'a repris et qui a sorti donc Microsoft Flight Simulator tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et on continue en fait à travailler et à mettre à jour ce jeu régulièrement. C'est un jeu live qui est donc dispo sur PC, Xbox, Xcloud. D'accord. Du coup, toi, dans ce développement du jeu, donc tu es donc productrice, oui. Produceur en anglais. Oui. On aime bien les termes en anglais sur les métiers du jeu vidéo. Oui, en général, oui. En général. Ça consiste en quoi, ce métier-là, en plus sur un jeu comme Flight Simulator? Alors, donc les producteurs, on est toute une équipe en fait sur Microsoft Flight Simulator, on est assez nombreux. Et en fait, nous, notre travail, on est là pour faire en sorte que les choses se passent et se produisent. C'est-à-dire qu'il va y avoir une direction qui nous est donnée, on a des souhaits, on veut des fonctionnalités pour la sim ou pour les jeux en général. Et nous, on est chargé de faire le lien avec les personnes qui produisent réellement les assets et de leur faire effectuer ce travail-là, en fait, de planifier toutes ces tâches, de s'assurer qu'elles sont suivies. Et en fait, puisqu'on adore les termes anglais, on en abuse à foison, donc on parle de make it happen. On fait en sorte que ça se produise, en fait, que ça se fasse. Voilà. Donc nous, concrètement, on produit rien. Moi, je ne suis pas artiste, je ne suis pas prog ni rien. Mais j'accompagne des équipes comme ça qui, eux, font des merveilles et fabriquent les jeux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, très intéressant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un enjeu de coordination des personnes? Okay. Oui, beaucoup. En fait, il y a vraiment plusieurs facettes à ce métier. Il y a toute une partie en amont où on va faire de la planification. Donc, il ne faut pas être allergique forcément à Excel, par exemple. Moi, c'est pas mon grand dada, mais en tout cas, c'est très important de travailler là-dessus pour planifier en amont, pour estimer les charges de travail, pour vraiment avoir une vision à long terme sur le projet, en l'occurrence sur le jeu. Et donc planifier, quand tu dis planifier, c'est que tu vas lister tout ce qu'il y a à faire, découper toutes les tâches à faire. Ça fait partie c'est un découpage qu'on fait avec les leads qui, eux, ont vraiment le savoir-faire technique et la connaissance de tous les enjeux techniques. On est avec eux, on découpe comme ça en petits morceaux et on fait rentrer en fait dans des plannings avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer sur le nombre de ressources qui est jamais illimité, qui est donc le budget en fait, et le temps qui n'est jamais illimité non plus, mais ça c'est vrai en fait quel que soit le projet. Et en fait, c'est ça, on passe notre temps à ajuster ces trucs-là, à faire des arbitrages, à réorganiser un peu la charge de travail pour arriver au niveau de qualité qu'on attend, qui est forcément élevé, en temps et en heure, en fait, avec les ressources dont on dispose. D'accord. Donc quand tu dis les leads, c'est les personnes en fait sur chacune des différentes équipes avec des pôles de compétences différents. Donc tu parlais de développeurs, d'artistes, etc. Oui. C'est ça en fait, chacun de ces équipes a un lead du coup qui est ton relais pour l'enjeu de coordination au sein de chacune de ces équipes. C'est ça, effectivement. On travaille beaucoup en binôme avec les leads pour la planif. Ils ont besoin de nous, effectivement, pour cette vision et cette planification. Et nous, on a besoin d'eux parce que moi, concrètement, je ne saurais pas dire combien de temps il faut pour développer telle ou telle fonctionnalité. Donc on avance ensemble, en fait. Et eux, après, pilotent leurs équipes qui sont composées effectivement de programmeurs, d'artistes, de tech artistes, de tous les métiers qu'on peut imaginer sur une chaîne de production de jeux vidéo. D'accord. Donc en fait, à ton niveau, tu as une vision transverse de la production du jeu vidéo, d'un jeu, d'une licence en particulier. Oui, c'est ça. Et chacune des équipes a la vision de son périmètre à elle, qui contribue du coup à la construction du jeu au global. Voilà, c'est ça. Et le producteur est obligé justement d'avoir cette curiosité et d'aller voir toutes les autres équipes et de pas rester focalisé sur son petit périmètre parce que il a besoin de connaître tous les enjeux de toutes les autres équipes, puisqu'en fait, même si j'ai mon métier, genre je suis programmeur, j'ai mon métier, mais j'ai quand même besoin des gameplay programmeurs qui sont à côté ou des programmeurs d'interface qui sont de l'autre côté. Et le producteur est là justement pour avoir cette vision et surveiller un peu tout ça et ajuster à un niveau plus élevé que simplement une équipe métier. D'accord. Donc ça demande d'être assez curieux et d'aller vers les autres beaucoup en fait. On passe beaucoup de temps. Beaucoup de communication, aller vers les gens, ok. Est-ce que c'est plutôt toi qui vas vers eux les voir ou tu as mis une relation où ils vont venir te voir avec du reporting, donc
Je sais même pas comment dire en français, du reporting. Du reporting, oui. En fait, ça dépend complètement des gens. Comme c'est beaucoup d'humains, ce métier-là, donc en fait, il y a des leads qui vont plus facilement venir vers moi, où voilà, c'est plus facile, et puis il y en a d'autres qui sont tellement pris par tous les sujets qu'ils ont, que ça va être à moi d'aller les chercher, et c'est un métier où effectivement, il faut persévérer, en fait, parce que on a affaire à beaucoup de gens différents qui ont beaucoup d'autres contraintes, mais nous, on a quand même besoin de réponses, donc voilà, faut... Et le planning, c'était pas le premier de leurs soucis, en fait. Non, ça. Voilà. Ça marche. C'est ça, c'est normal. Donc, en fait, tu t'adaptes effectivement aussi aux différentes personnes que tu as en face de toi. Oui, c'est ça. Ça demande effectivement beaucoup d'adaptation, aussi bien par rapport aux humains qu'on a en face, parce que, effectivement, voilà, tous les gens sont différents. Il y en a qui réagissent pas de la même façon aux consignes qu'on peut leur donner, etc. Et en fait, il faut aussi s'adapter aux aléas parce que c'est un projet dans le jeu vidéo. En plus, nous, c'est un projet live, donc il se passe des choses en direct qu'on doit fixer. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont demandées par la communauté, etc. Donc, les plans peuvent changer en fait assez régulièrement et c'est normal. Et c'est notre travail d'ajuster assez rapidement et de corriger le tir quand il y a besoin et de tenir les équipes au courant quand il y a un changement, etc. Voilà, s'adapter tout le temps. D'accord, vous adaptez effectivement aux besoins, mais vous adaptez aussi aux contraintes de production, j'imagine, parce que vous faites le planning, donc vous avez fait des estimations au début, mais ça reste estimatif par essence. Du coup, on ne sait pas trop si ça sera la réalité. Donc ça peut changer en cours de route. Oui, alors, pardon. Oui, non, du coup, tu mets à jour ce planning et j'imagine que ça a des conséquences. Donc ça fait partie d'une partie du métier qui ne doit pas être la plus facile. Oui, non, c'est sûr. Après, moi, je dis toujours qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est vrai, parce que parfois, on arrive à faire quelque chose plus vite que... Voilà. Ça, c'est quand ça se passe très bien. Après, il y a des fois où on tombe sur des os. Ça arrive aussi. Un moteur de jeu, c'est complexe. C'est parfois des centaines de milliers de lignes de code et on tombe sur quelque chose d'inattendu. Et finalement, ça va prendre 3 mois au lieu d'1. C'est pareil, en fait. On s'adapte, on arbitre. On est obligé de faire des choix aussi parce que le temps n'est jamais, sauf exception, n'est jamais extensible. Quand il y a la deadline, c'est la deadline. Donc, forcément, si on voit qu'il y a un truc indispensable qui déborde, on est obligé d'aller choisir autre chose à retirer qu'on fera plus tard ou qu'on fera pas, etc. Donc, ça demande de l'arbitrage. Ça apprend à faire des choix, en fait, ce métier-là. Ça apprend un peu à peser le pour et le contre et effectivement à faire le meilleur choix possible avec les billes qu'on a. Et ça, en fait, ça sert au quotidien, même dans la vie de tous les jours. Maintenant, j'arrive à choisir le menu au resto beaucoup plus facilement qu'avant. Et tu préviens le serveur s'il est en retard. Voilà, c'est ça. Alors, je reviens du coup sur ces choix et ces arbitrages. Vous êtes autonome au niveau du groupe de producteurs pour les faire ? Ou vous avez besoin d'aller voir d'autres parties prenantes, d'autres départements peut-être dans le studio pour faire ces arbitrages-là? Alors, c'est forcément en lien avec la direction produit, design, etc. Parce que, comme leur nom l'indique, c'est quand même eux qui donnent la vision du produit et on doit quand même se fier à ça. Par contre, si la production a décidé que ça passait absolument pas, qu'on avait des contraintes incompressibles et qu'il fallait retirer ça, les leads derrière suivent le mouvement et appliquent le changement. En fait, c'est un train qu'on met en marche et si on décide qu'il faut absolument lui faire prendre un autre chemin, c'est derrière, les gens s'adaptent en fait et suivent, quoi. On n'est pas des despotes, mais on fait ça en connaissance de cause, en tout cas, au service du projet toujours. Donc un enjeu de relais également sur la partie communication, quand il y a besoin d'escalader comme ça les sujets d'arbitrage. Oui, tout à fait. Et qui vont impacter peut-être d'autres départements, du business, des choses comme ça. Oui, complètement. Et du coup, ça demande d'être assez clair dans ce qu'on va dire. De toute façon, c'est un métier où il faut être assez organisé parce qu'on jongle avec tout un tas de choses tout le temps. Enfin, il y a plein de petits sujets qui arrivent. On peut avoir 14 sollicitations dans une même journée. Donc, il faut quand même être organisé et ça doit se ressentir quand on communique en fait. Parce qu'on l'a déjà dit, les gens n'ont pas le temps en fait de se pencher sur tous ces trucs-là et quand on a quelque chose d'important à leur dire, il faut que ce soit le plus pertinent et le plus direct possible en fait. Donc ça c'est pareil, c'est d'autres, on appelle ça les soft skills, les compétences molles, je suppose. Pas tout ce qui n'est pas concret et concrètement appréciable, mais ça fait partie de ces choses qu'il faut aiguiser un peu et travailler pour avoir une communication efficace effectivement. D'accord. Ok, bon ça c'est très clair. Donc pour les qualités du coup à avoir pour ce métier, du coup on nous a demandé effectivement aussi dans la chatroom, pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas à poser vos questions, et nous demander du coup quelles sont les études qui amènent à devenir un producteur en jeux vidéo. Alors j'ai pas
ou une productrice, parce qu'on manque de filles, donc il ne faut pas hésiter. Mais j'ai pas forcément trouvé de formation producteur dans les écoles de jeux vidéo que j'ai pu voir. Donc je peux parler de mon point de vue parce qu'en fait je suis pas, à la base je viens pas du tout du jeu vidéo. Moi je suis ingénieure en électronique embarquée, donc ça n'a rien à voir. Mais j'étais chef de projet, enfin je suis devenue chef de projet et finalement c'est comme ça que je suis devenue productrice parce que c'est de la gestion de projet. Enfin, ça porte un nom différent mais c'est la même chose. Du coup, je peux encourager les gens à s'orienter vers des études d'ingénieur généraliste, plutôt généraliste, ou je sais qu'il y a certaines écoles de commerce par exemple qui ont des cursus gestion de projet. Et après, ça n'empêche pas, ça arrive assez régulièrement qu'il y ait des gens qui soient de métiers de jeux vidéo pur et dur, enfin de production pure et dure, et qui s'orientent en fait vers la gestion de production. Ça fonctionne aussi, en fait, on peut se réorienter comme ça dans ce sens-là. Donc faire une école de jeux vidéo, même si on se spécialise sur quelque chose, ça n'empêche pas à moyen terme de partir vers de la gestion de production en fait. Voilà. Oui, voilà ce que je peux en dire. D'accord, ok. Donc oui, chef de projet, le plus proche des métiers qu'on peut avoir pour tout ce qui va être plus généraliste en termes d'autres métiers au-delà du jeu vidéo. Ok, très clair. Sur Flight Simulator en particulier, du coup, c'est un métier qui est un peu différent parce que là, c'est un jeu qui ne s'arrête pas en fait, qui s'arrête jamais. Qu'est-ce qui fait que c'est différent, ton métier en particulier, sur ce jeu-là versus un autre jeu qui aura une date de sortie et puis après c'est fini? Bah en fait, effectivement, les autres jeux, la plupart des jeux comme ça qui ont une date de début, une date de sortie, vont avoir un schéma où au début on est en pré-prod, donc c'est là qu'il y a beaucoup d'émulsions créatives, c'est là qu'on va concevoir en fait ce nouveau jeu. Et ensuite il y a la partie de production pure où là, comme son nom l'indique, on produit les assets. En fait, c'est là qu'on va créer tout le contenu du jeu et le faire fonctionner. Plus après, bon, il y a quelques DLC, des alphas, etc. Donc il y a des producteurs comme ça qui tous les 2 ans, 1 an ou 2 ans vont connaître toutes ces phases-là et avancer d'une phase à l'autre avec tous les jalons indispensables au projet, etc. Nous, sur Microsoft Flight Simulator, c'est un peu différent parce que comme tu l'as dit, on fait des updates régulièrement. Donc en fait, on a un petit peu ces phases de tension parce qu'il y a une livraison, mais on les a plus régulièrement. Donc finalement, ça reste le même fonctionnement, c'est juste que c'est beaucoup plus rapproché. C'est des périodes plus courtes, mais régulières du coup, qui se font à la suite. C'est ça, ce qu'on appelle les sim updates et les world updates, en fait, qui sont pas gérés par les mêmes personnes, mais en gros, on vient faire des updates soit du monde qu'on a représenté dans la sim, soit de fonctionnalités de la sim en elle-même. Et à chaque fois, c'est pareil, en fait, on a un cahier des charges, on a des fonctionnalités à amener jusqu'au bout, donc on les suit. Et puis après, il y a la sortie. Et quand c'est sorti, en général, il y a toujours cette phase de... Alors nous, on appelle ça le flighting, mais en fait, c'est la bêta. C'est là où les joueurs commencent déjà à jouer dessus, et puis on doit suivre et fixer les bugs. D'accord, et tu interviens encore sur cette phase-là? Oui, on est aussi... peut-être même plus active sur cette phase-là pour faire le lien avec les joueurs, ou c'est d'autres personnes Non, après c'est d'autres personnes qui vont nous remonter en fait les feedbacks, mais c'est quand même à nous de nous assurer que les développeurs ont l'info et qu'ils viennent fixer et que ça atterrit dans l'update final. Enfin voilà, il y a quand même cette supervision qui continue même après la sortie d'une release et donc en préparation de la release suivante, etc. C'est un jeu live, donc voilà, ça continue en permanence avec toujours du nouveau contenu. Il y a une phase en particulier que tu préfères dans ces étapes-là de prod ou pas? Alors moi j'aime bien justement quand c'est l'urgence et que la release va arriver et que... Le sprint final? Ouais, c'est ça, il y a un peu le côté coup de feu dans une cuisine, tu vois, où on sent qu'il y a de la tension, que tout le monde est peut-être... il y a un côté un peu plus stressant forcément, mais il y a aussi une émulsion un peu plus forte et on sent qu'on est tous dans un même bateau et qu'on doit se serrer les coudes en fait pour réussir à sortir notre bébé qui est notre jeu dont on est fier. Et ouais, il y a cette émulsion là à la fin que j'aime bien effectivement, même si elle est un peu fatigante quoi. Ah oui, bien sûr. Mais bon, c'est ça aussi qu'on vient chercher, on met nos tripes dans ce qu'on fait, donc c'est assez cool, ouais. Est-ce que vous prenez le temps aussi quand même de fêter vos victoires, c'est-à-dire quand vous arrivez à une release, etc., où j'imagine que ça fera partie aussi du rôle de coordination, de savoir aussi fêter, prendre le temps de se poser, peut-être, je sais pas, aller manger, boire un verre ensemble pour fêter ça, avant de repartir dans le prochain sprint, prochaine étape? Alors boire un verre ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on essaye de prendre ce temps-là,
des fois de regarder en arrière, parce qu'effectivement c'est un jeu live, donc on peut avoir la tête dans le guidon pendant potentiellement des années, et faut réussir à regarder, juste à féliciter les équipes en fait aussi pour ce qu'ils ont fait, parce que pour eux c'est un sprint, c'est un jeu qui s'arrête jamais, et on essaye de prendre ce temps-là aussi, de faire ce qu'on appelle des post-mortem, c'est-à-dire regarder un peu en arrière, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est pas forcément facile parce qu'il y a toujours une nouvelle update qui arrive, mais je pense que c'est important de célébrer les victoires et de construire sur les échecs. Enfin, c'est tout relatif, mais en tout cas d'améliorer ce qui a moins bien marché à la fois d'avant. D'accord, donc vous avez quand même cette amélioration continue, cette itération qui, du coup, quand vous apprenez sur chacune des livraisons pour améliorer la suivante, enfin vous essayez de le faire, en tout cas vous posez la question pour pouvoir améliorer derrière. C'est ça, on essaye de mettre en place des process de plus en plus, sans que ce soit le process qui dirige notre façon de faire, mais au moins pour que ça nous donne des bonnes pratiques en fait, et que ça facilite et que ça simplifie le travail pour la suite en fait. Et c'est aussi le rôle du producteur de faire ça, de déployer des process, avec ce que ça implique au niveau d'adhésion par les équipes, parce que la gestion du changement, c'est pas facile. Donc c'est à nous aussi d'être l'ambassadeur des solutions une fois qu'on a décidé de les déployer. C'est vraiment touche à tout comme position, en fait, comme métier. D'accord, donc un vrai volet humain, abordé sur plusieurs aspects, communication, cohésion, engagement des personnes. Il y a un aspect organisation. On nous demande également, effectivement, dans la chatroom, est-ce que tu as un enjeu aussi sur la cohésion des équipes, peut-être pour arriver à les faire bien fonctionner ensemble? Alors, on a forcément un rôle à jouer là-dedans. Après, c'est pas notre responsabilité à nous, dans le sens où les équipes ont des leads. C'est plutôt les leads qui vont faire ça. C'est leur manager, en fait. Donc, il y a des mécanismes qui sont en place pour justement favoriser la cohésion d'équipe. Après, ça ne nous empêche pas, nous, de créer du lien en fait. Je sais que ça m'arrive de mettre des réunions avec différents métiers qui d'habitude se parlent pas, et c'est aussi à nous un peu dans la façon dont on va présenter la réunion, dont on va s'adresser aux gens, etc. de les aider à mieux communiquer en fait, ou juste à se parler des fois, parce que on mettre autour d'une table pour se parler. Parce qu'on sous-estime le temps qui peut être perdu parce que l'info est pas descendue de l'étage jusqu'à la personne qui en avait besoin en fait, et ça c'est une réalité dans toutes les industries, dans tous les métiers. Et notre job, c'est en partie ça, c'est en partie de créer du lien là-dessus et de fluidifier tout ça. Alors c'est intéressant, tu parles de descendre en étage, ça c'est bien quand on est tous au même endroit, physiquement, dans les mêmes bâtiments. Aujourd'hui, le monde du travail a quand même pas mal changé, même le monde du jeu vidéo a quand même évolué aussi, avec beaucoup plus de télétravail. Qu'est-ce que ça a changé dans ton métier au quotidien, cette partie Déjà, ça nous oblige à écrire plus, en fait, à poser plus les choses à l'écrit. Après, on a maintenant, c'est simple, en fait, avec Discord. Nous, on utilise aussi un logiciel qui s'appelle Notion, qui est du travail collaboratif, où on peut tous quand même être en réunion sur la même page, avec tout le monde qui prend des notes et qui interagit. Donc, ça se fait quand même. Après, c'est important pour nous quand même d'être au studio et d'avoir des périodes où on est au studio et on peut travailler ensemble, se voir. Ça va quand même plus vite. Mais en fait, on s'est adapté, je pense. Et puis, ça nous oblige aussi un petit peu parfois à privilégier le mail, là où une réunion en présentiel, on aurait eu ce réflexe si on était tous ensemble, mais parfois, l'info peut passer autrement, en fait, donc par Discord, par mail. On innove. Donc, deux aspects, en fait. Ce que je note, c'est donc beaucoup plus d'écrits. Ça, c'est pas mal pour garder de la trace aussi, mais aussi un travail peut-être plus asynchrone. Oui. Tu t'envoies un message, tu n'es pas obligé d'attendre une réponse de suite, donc peut-être un temps qui se décale par rapport à d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Le temps de souffler peut-être un peu plus. Voilà, et puis ça, c'est quelque chose qui est assez apprécié par les gens qui produisent en fait, parce que justement, ça leur permet de s'adapter à la. Enfin, nous, plutôt, on s'adapte à la façon dont ils travaillent. Je sais qu'il y en a, si je leur mets une réunion à 15h, ils détestent ça parce qu'ils sont dans leur flow créatif ou parce qu'ils sont en train de coder et qu'ils ont besoin d'avoir cette plage de plusieurs heures sans être interrompus. Et nous, on a pas mal de conversations Discord comme ça sur des sujets parce que ça permet aux gens de répondre un peu plus tard et effectivement, et de pas sortir de ce qu'ils font pour aller dans une réunion. Donc c'est assez hybride en fait. Moi, je garde les réunions quand je suis au studio et qu'il y a besoin, parce que des fois, il y a quand même besoin de se parler, ça va plus vite. Mais c'est vrai que des solutions dématérialisées comme ça et asynchrones, ça fonctionne aussi. D'accord. Voilà, on s'adapte. Je sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'on sera tous en hologramme, j'en sais rien. On verra bien et on trouvera des solutions. En plus, vous intervenez beaucoup sur les casques HoloLens, donc vous êtes pas mal bien placé pour avoir ce métaverse au niveau du travail. Super. Alors, j'ai plus de questions sur ton métier. Est-ce que tu as un élément que tu voudrais rajouter sur ton métier ou ton rôle aujourd'hui ?
Non, à part qu'il est très chouette et que je peux juste le conseiller aux gens qui aiment pas la routine et qui aiment bien quand chaque jour est différent, parce que nous c'est ça en fait, on sait jamais ce qui va se passer le lendemain et voilà, c'est très vivant, c'est parfois fatigant mais dans le bon sens en fait, on fait tout un tas de choses dans la journée et c'est assez gratifiant quand même, donc non, venez, on est bien. Super. Alors j'ai quelques questions pour finir. Est-ce que y a un jeu auquel tu joues en ce moment que tu aimerais nous partager? Alors moi je suis dans le déni, je refuse de finir Cyberpunk, très compliqué. Et du coup, comme je refuse de le finir et que j'attends le DLC et que je sais pas quand il sort, je suis sur Baldur's Gate. Alors je pense que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas. Le premier? Le premier, je refais le premier en attendant que le 3 soit fini en fait. Ok. Voilà, parce que c'est le jeu de mon enfance et que là en ce moment j'avais envie. Donc t'as anticipé la question suivante que j'avais. Le jeu de ton enfance du coup c'est Baldur's Gate. Ouais, du coup t'es resté accroché à cette licence. Ouais, il y a ça, il y a Fable aussi qui est un jeu que j'ai adoré, vraiment. Et voilà, c'est ce genre de jeu là. Un peu Tomb Raider aussi, pour le personnage féminin inspirant. Mais là non, là c'est Baldur's Gate et Cyberpunk que je refuse de terminer. Excellent, super. Alors on nous demande est-ce qu'un chargé de projet dans le bâtiment peut prétendre à un poste de producteur? Alors c'est un grand écart, mais... C'est un grand écart, mais pourquoi pas? En fait, j'ai envie de dire, moi j'ai été chef de projet formation dans l'armement avant, et je gérais, voilà, et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était la rénovation d'un centre de formation. Donc a priori rien à voir, mais en fait ce qui marche, ce qui fonctionne justement c'est la capacité à s'adapter. Donc quel que soit le projet, quelle que soit l'industrie, nous ce qu'on va chercher c'est plutôt les soft skills dont je viens de parler. Donc en fait ouais, pour moi c'est pas rédhibitoire en fait, ça dépend de la personne et on s'adapte quoi. Peut-être que demain je ferai autre chose, j'en sais rien. Mais j'aime trop le jeu vidéo pour l'instant donc. D'accord, oui en général on a beaucoup de métier qui fait partie de la passion également. Oui. On nous a demandé juste avant si c'est difficile de commencer aussi dans le métier de producteur, et je crois qu'il y a différents niveaux, c'est-à-dire que tu peux commencer junior ou assistant, et après gravir quelques échelons pour avoir peut-être plus de responsabilité. En fait ça dépend complètement des entreprises. Mais nous, chez Asobo, il y a 3 niveaux. Le premier c'est associé de producteur, alors évidemment on peut commencer en stage en fait, c'est comme ça souvent qu'on rentre dans des métiers. Et en fait, l'associé de producteur, déjà, il est sous la responsabilité d'un producteur et il va avoir un champ de responsabilité qui est plus limité. Il n'a pas forcément de relation avec l'éditeur. Enfin, voilà, il a un périmètre plus restreint et adapté en fait à son niveau d'expérience aussi, ce qui est normal. Et après, on progresse vers donc producteur tout court, où là, on étend effectivement le périmètre, on a du relationnel avec l'éditeur, donc forcément un peu plus de responsabilité et de tension, et on attend plus de choses en fait d'un producteur. Et puis après c'est le producteur exécutif, donc là c'est une position où là tu gères le jeu complet. Ouais voilà, c'est ça, il y a une responsabilité sur la licence de bout en bout, autrement plus stressante, beaucoup plus de responsabilité en tout cas, c'est normal, et beaucoup plus... c'est des challenges différents pour des gens qui ont généralement plusieurs années d'expérience dans ce domaine. Bien sûr. Ça marche. Bon, écoute, merci beaucoup, Alizée, pour nous avoir présenté ton métier. Je t'en prie. Producteur du coup chez Asobo Studio, principalement sur Flight Simulator. Et nous revoilà. Alors, vous avez vu, je me suis équipé. Cette fois, j'ai un casque. J'ai un casque pour la simple et bonne raison que notre intervenante, cette fois-ci, est à distance. Donc, on parlait juste avant du changement du monde du travail avec le télétravail. Mais il faut savoir aussi que les studios ne sont pas basés uniquement dans Bordeaux. À Bordeaux ici, on intervient sur l'ensemble de la région, aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine. Et donc Léna, toi effectivement tu es à distance et nous allons te recevoir sur le plateau. Voilà, à distance, tu es à côté de moi là-bas, en physique. Bonjour. Ouais. Sauf que tu as 2 fois mon nom, ce qui n'est pas bon. On va mettre le bon. Ah oui. Voilà, tu t'appelles Léna. Enchantée Léna, merci de te rendre disponible pour intervenir aujourd'hui sur cette édition de Start pour parler du métier de game designer. Donc tu es game designer au sein du studio Tower 5, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, exactement. Excellent. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement en quoi consiste du coup ce métier de game designer ? Alors, un métier de game designer, ça va évidemment dépendre des studios parce que selon la taille des studios, on va avoir plus ou moins de choses à faire, plus ou moins de responsabilités. Mais pour faire très simple, un game designer, c'est la personne qui va s'occuper des règles et des paramètres de jeu. Donc je vais prendre comme exemple Fortnite parce que c'est un jeu quand même assez connu. Un game designer va décider par exemple combien de dégâts fait une arme, où se trouvent les coffres, où trouver les armes, la vitesse à laquelle la zone de danger se rétrécit,
Ça peut être la forme des maps, quel bouton sert à quoi pour courir, pour sauter, etc. Donc c'est assez vaste. Ça peut être spécialisé selon les studios. Mais dans mon cas, c'est assez vaste parce qu'on est un petit studio. D'accord. Donc, en fait, ton outil de travail, principalement, c'est une grosse table de mixage avec plein de petits boutons à tourner pour ajuster l'ensemble des paramètres des jeux, si j'ai bien compris. En gros, c'est mettre en place les systèmes et ensuite, c'est ça, tourner les boutons et faire en sorte que ce soit fun et sympa à jouer. D'accord. Alors, il y a plein d'éléments intéressants que tu viens de mentionner. Donc, sur quelle étape, toi, tu interviens dans la production du jeu vidéo? Est-ce que ton métier, du coup, intervient également sur la partie pré-prod? Donc, la pré-prod, c'est ce qui intervient avant qu'on construise vraiment le jeu. On est plutôt en train de tester différentes choses. Ou est-ce que tu es vraiment sur l'aspect prod, où là, on est vraiment en train de construire le jeu et jusqu'à la fin, affiner pour arriver au résultat final qu'on connaît? Alors, dans mon cas, moi, je suis vraiment tout au long du jeu, de la pré-prod jusqu'à la fin. Parce que pour le moment on est deux designers dans le studio, donc on est vraiment là de A à Z pour tester les mécaniques de base jusqu'à la version finale. D'accord. Ok. Donc sur la pré-prod également, donc là vous êtes plus à ajuster des boutons grossièrement, j'imagine, pour tester différentes choses, ou peut-être changer les boutons carrément. Donc là on va plutôt être sur des mécaniques de jeu, j'imagine. Donc, je prends l'exemple par exemple un jeu auquel je pense, parce qu'on a aussi interviewé déjà précédemment ici d'autres game designers, je pense à Dead Cells notamment, qui a complètement changé de style de jeu. Donc c'est quelque chose également sur lequel vous posez ce genre de questions en tant que game designer dans la phase de pré-prod pour se dire, je sais pas, on passe d'un jeu de plateau à un jeu de plateforme ou à un jeu 3D, des choses comme ça. Alors, ça va plus être le game director qui va prendre les grosses décisions comme ça. D'accord. Nous, en tant que game designer, on va travailler sur rendre justice à la vision du game director, en gros. Donc c'est lui qui va prendre toutes les grosses décisions. On a un jeu de plateforme. Du coup, on sait que ça va être un jeu de plateforme 2D, par exemple. Donc, il va y avoir des sauts, il va y avoir de quoi courir, une vitesse de défilement, des choses comme ça. Et donc, c'est là où vous intervenez, c'est sur ces paramètres-là, du coup, exactement, dans un style de jeu déjà défini. Ok. C'est ça. Donc, c'est le game director qui va mettre la vision principale. Et nous, on va essayer de rendre justice à tout ça. Rendre justice, on nous dit, c'est-à-dire que tu vas plutôt être là pour implémenter cette vision, en fait, pour avoir un résultat derrière. Ok. Faire les... D'accord, donc ça veut dire que du coup tu interviens auprès de quelle autre personne, de quel autre métier dans ces phases-là? À peu près tous, parce qu'il faut beaucoup parler avec le producteur, parce que il y a tout ce qui est gestion des tâches, qui va faire quoi, dans quel ordre on va faire quelle tâche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va prioriser pour les rendus qu'on a à faire avec les artistes, parce que évidemment chaque mécanique vient avec des visuels, et avec les programmeurs, parce que aussi il faut bien qu'elle soit codée à un moment donné, donc pour les tester. Donc en fait ça interagit avec beaucoup de corps de métiers différents. Donc je suis constamment en train d'aller parler à droite à gauche avec le reste de la team. Parce que les paramètres dont tu parlais justement, en fait, ils sont disséminés dans les différentes équipes qui sont en train de construire le jeu. Donc, tu as un rôle quelque part assez transverse également, un peu comme le producteur, ou tu es vraiment sur des équipes plus particulières? Alors, tu vas me dire, ça dépend de la taille des studios des équipes. Ouais, voilà. Dans mon cas, dans la petite taille d'équipe, oui, c'est assez transverse. Je vais beaucoup communiquer avec les artistes quand on va travailler sur une map. Je vais beaucoup communiquer avec les programmeurs quand on va travailler sur une nouvelle mécanique, un nouveau système. Tout ce qui est feedback, je vais encore travailler avec des artistes. Donc en fait, ça va dépendre de la situation, mais oui, je me retrouve à parler même avec le sound designer. Et c'est vraiment complet. D'accord, donc c'est vraiment l'expérience au global. Donc tu parlais tout à l'heure de rendre ça fun, quelque part. Donc ça fait partie de la cible que tu cherches à atteindre en ajustant ces paramètres dont tu parles un peu partout? Oui, c'est ça. C'est par rapport à la cible, essayer avec les paramètres, tester, ajuster pour arriver à l'expérience recherchée pour le joueur. Donc si c'est de la peur,
faire que les paramètres angoissent, si c'est du fun pour que le joueur s'amuse, si c'est pour que ce soit difficile, il faut que le joueur il puisse galérer. Enfin voilà, c'est s'amuser avec les paramètres pour créer des émotions un peu chez le joueur. D'accord, oui, donc effectivement, d'où les différents corps de métier qui sont impliqués. Sur la peur, tu le mentionnes bien, là, le son en est une grande partie, l'image aussi, j'imagine, les caméras, même le gameplay, donc le commande. Est-ce que du coup, parlons de ça aussi également, le gameplay, du coup, c'est en proportion égale dans ton métier que les autres expériences, ou ça prend une part plus importante sur le reste? Le gameplay, c'est quand même vachement plus important, surtout au départ, le temps de faire tout le système complet. On teste beaucoup de choses différentes. Des fois, on teste une mécanique, puis finalement, on l'enlève complètement. Et ça, c'est vraiment le plus gros. Puis après, il y a le contenu à faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que avec les allers-retours avec les artistes, les programmeurs ou les sound designers, eux aussi, ils amènent des idées. C'est pas que nous, la team design, qui venons avec des idées, c'est tout le monde. Après, nous, on apprend à écouter les idées de tout le monde et à voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est intéressant pour le jeu. D'accord. Avec tout ce que tu me dis, en fait, j'ai l'impression qu'il faut avoir quand même une sacrée culture vidéoludique pour connaître globalement comment fonctionnent les jeux, qu'est-ce qui marche en tant que mécanique. Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin aujourd'hui pour exercer le métier de game designer, ou on peut faire sans? Moi, j'arrive sans culture du monde vidéoludique, justement, parce que j'étais pas gameuse du tout avant de commencer là-dedans. Et je suis tombée dans le jeu vidéo complètement par hasard. Bon, maintenant, je joue, évidemment, et je me crée une culture vidéoludique, mais à la base, je pars pas du tout de ça. Donc non. Enfin, il suffit d'être curieux et de chercher les informations, et on peut trouver plein de choses sur Internet. D'accord, en termes de pratique, ok. Mais, ok, ça c'est vachement intéressant. Et du coup, ça veut dire que tu arrives quasiment vierge sur l'expérience de jeu. Et comment tu vas... il faut quand même avoir énormément d'empathie quelque part pour essayer de se mettre dans la peau d'un joueur, voir ce que tu ressens quand tu fais certaines choses dans le jeu, pour voir si c'est la cible des émotions que tu veux transmettre derrière, j'imagine. Dans mon cas, enfin dans notre équipe, qui est encore une fois petite, je passe beaucoup de temps à tester le jeu et à vérifier que l'expérience est bien celle qu'on veut. Donc c'est beaucoup de tests. Je démarre ma journée de travail par tester le projet en l'état actuel. J'aime bien la finir par aussi tester le projet en l'état actuel, parce qu'en une journée de travail, il y a énormément de choses qui changent. Donc ouais, c'est beaucoup de tests et beaucoup d'essayer de se mettre à la place du joueur et des actions qu'il pourrait faire, et qu'est-ce qui pourrait l'aider, qu'est-ce qui pourrait le mettre en difficulté, et qu'est-ce qui est voulu, qu'est-ce qui est non voulu. Ok. Alors, je vais mettre quelques images en même temps, puisque tu nous as amené quelques visuels. Donc, tu interviens effectivement chez Tower 5 sur une licence que vous êtes en train de développer pour Microïd, il me semble, qui est l'adaptation en jeu vidéo du coup des fourmis, du coup le roman de Bernard Werber. Exactement. Alors, c'est un jeu qui reste quand même un peu particulier, j'imagine, en termes de gameplay. Alors, toi, dans ce jeu-là, qu'est-ce que tu vas, par exemple, tester? Qu'est-ce que tu vas adapter? Qu'est-ce que tu vas ajuster comme paramètres? Alors, c'est compliqué parce que on est encore en phase de début. Mais comme c'est un jeu de stratégie en temps réel, donc déjà, je vais tester les maps. Je vais vérifier que tous les éléments de gameplay sont placés à des endroits stratégiques, que les paramètres fonctionnent comme on voudrait. Je vais vérifier la difficulté des niveaux, parce que forcément on veut différents niveaux de difficulté selon les maps. Donc ça va être beaucoup tester les maps actuellement, changer les variables des statistiques du jeu. Les points de vie, ouais, voilà, D'accord. par exemple. Points de vie, dégâts, déplacements, etc. Vitesse de déplacement, ok. Champ de visibilité des choses. Mais ce qui est particulier dans ce jeu de RTS, c'est que c'est en vue à la troisième personne. Donc ça donne plein de problématiques qu'on a moins dans des RTS classiques où c'est vu de dessus. Et du coup, c'est super chouette parce qu'il y a plein de problèmes nouveaux à résoudre.
et pour trouver des solutions. Donc c'est tout le temps un peu stimulant parce qu'il faut chercher des solutions nouvelles. C'est cool. D'accord, donc là pour le coup c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas forcément beaucoup de documentation sur internet, donc là il faut chercher, innover, tester des choses. Faut tester et se rater et recommencer. D'accord. On nous demande effectivement s'il y a un lien fort entre ton métier, game designer, et celui des équipes test, plutôt QA, donc Quality Assurance, qui du coup vont valider et tamponner la qualité du jeu en sortie. Est-ce que c'est quelque chose qui est très très proche aujourd'hui? Dans la description que tu me fais de ton métier, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez proche. C'est que, encore une fois, c'est un cas particulier parce que c'est un studio qui est assez petit, donc nous on n'a pas de QA. Donc forcément, il faut que quelqu'un fasse ce QA. Donc en l'occurrence, c'est une partie de l'équipe. À chaque fois, on teste. Le producteur et moi-même, on va beaucoup tester. Mais oui, souvent on dit que être QA testeur, ça peut être une porte d'entrée pour devenir game designer. Donc ça peut être une porte d'entrée. Ouais, la différence, c'est que tu n'ajustes pas les paramètres quand tu es QA, c'est ça? Tu vas juste valider que ça marche. D'accord. C'est ça, que ça marche, trouver des bugs, etc. D'accord, ok. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ton parcours qui t'a amené à faire ce métier de game designer? Alors moi, à la base, je faisais un bac S sciences d'ingénieur et j'avais pris une option programmation. Et j'aimais bien la programmation, mais pas au point d'en faire mon métier. Et j'aimais bien. Et en fait, inconsciemment, tous mes projets de programmation, je faisais des jeux. Mais je n'avais pas fait le lien à ce moment-là. Et j'aimais bien tout ce qui était artistique. Et je voulais pas me lancer dans une école d'ingénieur parce que j'avais un peu la flemme. Et je voulais pas me lancer dans une école d'art parce que ça me faisait un peu peur. J'avais peur que ce soit trop instable pour trouver un travail après. Et en fait, j'ai trouvé une école de game design. Il s'avérait que je connaissais quelqu'un qui faisait du game design, donc ça a rassuré mes parents à ce moment-là sur le fait que oui, c'était possible d'en faire quelque chose. Et du coup, j'ai fait un bachelor en game design et creative coding. L'essentiel de ce bachelor, c'est surtout apprendre différents métiers du jeu vidéo parce qu'on se spécialise pas spécialement dans le game design. On apprend juste un peu de modélisation, un peu de sound design, un peu de programmation, un peu de game design, histoire de comprendre les différents métiers. Et c'est assez intéressant parce que maintenant, ça me permet d'estimer un peu plus facilement le travail que font mes collègues. Et surtout, grâce à ça, j'ai eu mon stage. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Tower 5 par un stage de 6 mois qui s'est ensuite transformé en CDD et puis qui maintenant est transformé en CDI. Donc ça fait 2 ans que je suis à Tower 5 grâce à ça. D'accord, ok. Donc, ok, super. Et qu'est-ce qui sont pour toi les compétences requises, ou en tout cas qu'on peut attendre d'un ou d'une game designer? L'esprit d'équipe d'abord, parce que ça va être beaucoup d'aller-retour avec les équipes. Savoir écouter, parce qu'on va nous donner beaucoup de feedback qui sont pas forcément toujours positifs ou dit avec le meilleur tact. Donc il faut savoir écouter, il faut savoir prendre les critiques et il faut savoir voir ce qu'il y a de bon à prendre ou à laisser dedans et savoir après communiquer les nouvelles choses. Il faut aimer résoudre des problèmes, il faut être curieux, il faut évidemment être créatif. Et voilà, c'est déjà pas mal. D'accord. Alors, je vais prendre 2 questions du coup qu'on nous a envoyées dans la chatroom en live, n'hésitez pas à nous envoyer encore. On nous demande si du coup c'est fait partie de ton métier de prendre en compte les retours d'expérience par les joueurs. Alors les joueurs, c'est peut-être trop tard parce que c'est la phase à la fin, mais peut-être les bêta-testeurs ou les phases de test initialement, est-ce que c'est toi qui interviens aussi là-dessus pour collecter ces retours? Oui, ouais, on va dire, parce qu'en fait, comme on n'a pas de joueurs bêta-testeurs, c'est les collègues actuellement qui font les retours. Et du coup, ils viennent vers moi ou vers le game director. Mais au final, tout est centralisé entre le game director, le producer et moi. Et à nous 3, on essaie de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces retours et comment on modifie tout ça. Du coup, oui, finalement, ça finit par passer à un moment donné dans mes mains. D'accord. Ok, super. On nous demande effectivement si, pour toi, d'après toi, on peut devenir game designer en étant autodidacte. Oui. Le game design, c'est une science qui n'est pas du tout exacte.
Il n'y a pas de manuel de game design, il faut juste essayer, se rater, recommencer et en bossant soi-même, en faisant des projets, en créant même chez soi, en fait en se créant un bon portfolio, être game designer en autodidacte, c'est possible. Après, le plus dur, ça va être de trouver une première expérience, mais avec un très bon portfolio, il devrait pas y avoir de problème. D'accord. Okay. Donc un book comme pourraient faire les artistes pour mettre en avant ces expériences. Super. Ouais. Très bien, c'est très clair pour moi. J'ai plus de questions en détail sur ton métier. Est-ce que du coup tu pourrais nous parler, alors tu me disais que c'était pas trop gameuse, mais que c'est en train de venir. Est-ce qu'il y a un jeu auquel tu jouerais en ce moment que tu aimerais nous partager? Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, ok. La classique qui vient de sortir. Donc ouais, là je suis à fond dedans. Et je joue en parallèle à Last of Us Part 2. D'accord. Okay, que j'avais jamais fini. Donc j'alterne entre les deux. Un univers très très mignon et un univers un peu plus dark. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu as un jeu de cœur, peut-être un jeu de ton enfance à nous partager qui aurait marqué ton parcours? Le jeu auquel je jouais à l'époque, c'était que les Sims. J'avais que les Sims. Donc ouais, ce serait les Sims. D'accord, ça marche. Super. Bah, écoute Léna, merci beaucoup pour ton intervention et les explications que tu nous as fournies sur ton métier de game designer. Et nous revoilà. Du coup, on va se retrouver pour parler d'un nouveau métier, du coup du monde du jeu vidéo. Cette fois, on part du côté artistique et je vais recevoir avec moi sur le canapé Pierre-Étienne, qui est directeur artistique au sein du studio Shiro Games, ici à Bordeaux. Merci Pierre-Étienne, bienvenue. Hello. Donc toi, tu interviens du coup chez Shiro Games, principalement sur la licence War Tales, on en parlait juste avant. Ouais. Ça fait 3 ans que tu es là-bas. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement en quoi consiste le métier de directeur artistique? Alors, le métier de directeur artistique, c'est... comment dire, pour recommencer. Il y a plusieurs facettes. Il y a un côté le plus connu, je pense, c'est de créer, comment dire, un univers artistique autour d'un jeu. Donc de définir à quoi ça va ressembler, quoi, concrètement. Généralement, ça se fait en collaboration avec le game director, donc qui a une vision pour le jeu. Imaginons, ça va être un jeu médiéval, bon, c'est le cas pour War Tales. Quel type de graphisme on va donner, à quoi ça va ressembler, quelle couleur on va utiliser. Ça va recouvrer, comment dire, ouais, beaucoup d'aspects différents, en tout cas au niveau de la création. Et ensuite, il y a l'aspect peut-être moins connu, mais qui va plutôt être l'aspect pas managérial, parce que c'est pas forcément le cas, mais en tout cas d'encadrement d'une équipe artistique dans son ensemble, quoi. D'accord, donc si je résume, ça veut dire que dans ce rôle-là, tu as la vision globale du côté de l'univers, on va dire, du jeu, de sa représentation visuelle du jeu. Ouais, visuelle et sonore ou uniquement la partie visuelle? Uniquement la partie visuelle, ouais. Okay. La partie sonore, c'est encore autre chose, c'est une autre compétence que j'ai pas. Okay. Sound design avec... Ouais, okay. C'est ça. Et du coup, ouais, ça va être un travail qui va avoir plusieurs phases. Il va d'abord y avoir une phase de recherche, où on va se mettre d'accord du coup avec le game director, qui est le réalisateur du jeu, quoi, pour simplifier, si on pouvait avoir un équivalent cinéma qui est plus connu. Mais c'est à peu près la même chose. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette vision, c'est-à-dire faire quelques croquis préparatoires, des dessins qui vont pas forcément être utilisés dans le jeu, ça c'est peut-être une phase importante aussi qui est pas forcément connue, mais c'est que avant de commencer à faire le jeu, il y a une période qui peut être plus ou moins longue qui s'appelle la pré-production, où on va faire beaucoup de dessins, d'artworks qui vont pas forcément être utilisés dans le jeu final, mais qui est assez importante, et c'est cette phase-là en fait qui va ensuite permettre de lancer sereinement la production, où là on va commencer à produire des dessins qui généralement vont être utilisés pour faire de la 3D ensuite et atteindre le résultat final, quoi. Alors je crois qu'il nous a amené quelques éléments également de War Tales du coup. Ouais. Donc la pré-prod, c'est une phase qui intervient du coup en amont, c'est exploratoire, donc on va essayer différentes phases, peut-être différents styles de dessin ou différents univers peut-être avant de le fixer. Ouais, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est explorer différentes pistes graphiques. Ça peut aller du plus stylisé au moins stylisé. Généralement, quand même, les intentions des game directors sont plutôt claires. Mais après, dans le détail, oui, sur
est-ce que les bonhommes vont avoir des proportions disproportionnées, est-ce qu'ils vont être complètement réalistes, par exemple, je sais pas moi, si on fait un animal, il y a différentes façons de le traiter, est-ce qu'il doit faire peur, est-ce que au contraire ça doit ressembler à quelque chose de plus crédible et de plus naturel. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont quand même explorées et dans la phase préparatoire, et ça me permet déjà de voir si moi j'aime bien ou pas, et surtout ça permet au game director de se projeter sur le résultat final, quoi. Du coup, est-ce que c'est lui du coup qui va mettre le tampon derrière sur les propositions que tu lui fais, ou c'est vraiment toi qui as l'autonomie de choisir comment définir le visuel que le jeu aura à la fin? C'est plus une collaboration, je dirais, plutôt que vraiment une validation. Donc c'est de la discussion, de l'essai, de l'erreur. Il y a certaines choses que... Enfin, le truc de base vient forcément du game director, mais moi je veux aussi apporter des choses avec mon propre bagage artistique, mes propres envies aussi, qui seront pas forcément les mêmes que le game director. Donc à la fin il y a une validation, c'est sûr, mais c'est un process qui est assez organique en fait. C'est pas, il n'y a pas des tâches, on n'en est pas encore à un stade où on a un planning avec un certain nombre de choses à faire. Ça va plutôt être, là il y a tel sujet, j'aimerais bien qu'on regarde à quoi ça pourrait ressembler. Ça peut être de lui aussi, tout simplement. Genre il y a un aspect, en tout cas à Shiro, qui est important, c'est les mock-ups. Donc un mock-up, c'est faire une image assez poussée d'un tableau de jeu, quoi. En gros, se dire, ok, le jeu, il va ressembler concrètement à quoi? Donc avec la bonne caméra, avec un début d'interface, ce genre de choses pour pouvoir, se projeter sur le résultat final du jeu. Donc tout ça, vous le dessinez en fait. Là, c'est fait, c'est indépendamment du moteur de jeu, c'est-à-dire que vous dessinez ça pour avoir une représentation de ce que ça pourrait être une fois que le jeu serait fait. Ouais, totalement. Il y a aussi, je sais que sur War Tales, on a utilisé le moteur de jeu aussi à certains moments pour faire avancer les graphismes. Par exemple, on va commencer à faire le prototype d'une scène qui va être assez simple. Ensuite, on va repeindre par-dessus. Il y aura une première phase de modélisation. Ensuite, on va repeindre par-dessus pour ajouter des détails qu'on n'aurait pas vu, modifier des choses. Donc, ça dépend vraiment du sujet. Des fois, ça va être complètement lâché en 2D à partir d'un croquis jusqu'à quelque chose qui va avoir un rendu plus fini. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire, quoi. Il faut juste trouver la bonne façon qui est adaptée à la tâche en question, quoi, du moment. D'accord. Ok. Oui, si c'est un enjeu d'adapter l'interface graphique, on va peut-être pas se poser sur le décor ou sur les personnages en particulier, on va se focaliser sur ça. Exactement, ouais. D'accord, très bien. Est-ce que, du coup, dans ces différentes phases, tu interviens, c'est une question qu'on nous a posée dans la chatroom, est-ce que tu arrives avec plusieurs propositions d'entrée de jeu comme ça, avec différentes variantes? Ou est-ce que tu vas plutôt aller sur explorer une voie, quitte à itérer dessus? Ouais, ce sera plutôt la deuxième option. Alors après, je pense que tous les concept artistes font pas... Enfin, les art directors travaillent pas de la même façon. Je peux même faire un petit aparté là-dessus. Je pense que la spécificité du métier de directeur artistique, c'est que je sais en ayant parlé avec d'autres collègues, on a des façons de procéder qui vont être un peu différentes en fonction des entreprises aussi. Je sais que moi, ma façon de faire, c'est plutôt, j'ai une idée assez précise, donc je vais pas faire 10 dessins avec 10 propositions, je vais plutôt me concentrer sur un dessin avec une idée assez forte, ensuite le présenter à la personne avec qui je travaille, et ensuite l'adapter en fonction de ça. Mais tout le monde ne procède pas comme ça, il y en a qui préfèrent bosser par batch, on va dire, de faire plein de croquis, et ensuite de dire, ah bah oui, avec une liste de dessins, je préfère le 6, je préfère le 2. Moi, c'est pas vraiment ça que j'attends. Parce que tu as peut-être déjà avec un style à toi que tu aimes bien, donc tu as plutôt déjà un axe que tu veux orienter. Ouais, souvent je suis quand même assez... je fonce pas mal, ce qui peut me jouer des tours de temps en temps, mais c'est vrai que en tout cas c'est ma façon de travailler, quoi. D'accord. Est-ce que... Alors, ça c'est hyper intéressant, ça veut dire que d'un jeu à l'autre, du coup, comment tu peux transposer ce style que tu peux avoir toi, ce que tu représentes? En fait, je l'adapte. C'est-à-dire que avant de bosser sur War Tales, je bossais sur un jeu qui s'appelait Twin Mirror pour Dontnod, qui était un jeu cinématographique, un peu dans la veine de ce que fait Quantic Dream. Oui. Et du coup, là, ça va être complètement différent, quoi. Je vais plutôt prendre des références cinématographiques. Je vais réfléchir plus en termes de scénographie, de choses comme ça. Pareil pour le chara design, ça va être plus sophistiqué. Donc ouais,
je dirais qu'à chaque fois, je m'adapte quoi, à ce qu'il faut faire plutôt que vraiment rester sur un style figé, quoi. Ok. Donc c'est un métier qui est dans le domaine du coup artistique, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu aies déjà une appétence sur ce qui est le dessin, ou ce qui est l'image, ou la photo en particulier? Ouais, complètement. Encore une fois, il y a plein de profils différents qui mènent au métier de directeur artistique, enfin plusieurs voies différentes. Moi, c'était le dessin, donc du coup, j'ai fait plutôt des écoles d'art, où j'ai beaucoup dessiné. Ensuite, j'ai été concept artiste pendant assez longtemps, en freelance, puis en interne. Et après, je suis devenu directeur artistique avec le temps, parce que j'ai eu l'opportunité de le faire. D'accord. Concept artiste, on va en parler plus tard, parce qu'on a un intervenant qui va nous présenter ce métier en particulier. Ok. D'accord. Ok. Donc, école de dessin, enfin d'art plus général. Et qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à exercer ça dans le monde du jeu vidéo après? Tu savais peut-être déjà avant? Ouais, c'est ça. En fait, c'était à une époque où il n'y avait pas encore d'école, vraiment. Je crois que c'était les premières promotions d'Engine. Et du coup, bah, le dessin, c'était un moyen pour moi de rentrer dans le jeu vidéo, plutôt qu'une fin en soi. Donc en fait, je me vois pas faire du dessin dans un autre contexte que faire du jeu vidéo. Donc ouais, dans mon cas, c'était assez précis, quoi. Après, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais c'est plutôt que, ouais, en termes d'orientation, le dessin, c'est ce qui m'a permis d'avancer, quoi, et d'intégrer l'industrie, quoi. Ok. Au quotidien, tu produis des dessins tous les jours, ou tu vas même plutôt être là sur du phase de conseil ou sur des retours que tu peux faire par rapport à des gens qui vont implémenter du coup des dessins que tu as pu faire en amont? Est-ce qu'il y a un jour type dans ton travail au quotidien? Je dirais que ça dépend des phases de production dont on a parlé avant. Je pense qu'en pré-production, je fais énormément de dessins. Je fais que ça quasiment. Après, en production, ça va être plus la partie encadrement. Donc, généralement, un autre truc qu'il faut préciser aussi, c'est que en pré-production, généralement, l'équipe est plus réduite. Donc, en l'occurrence, il y a maximum un artiste avec moi. Donc, forcément, les dessins, je les fais par moi-même. En production, l'équipe commence à augmenter en volume pour justement arriver à réaliser tout le contenu du jeu, qui peut être assez conséquent. Et là, je vais plus prendre le temps d'aller voir les artistes, de les conseiller, de les orienter, etc. Sur War Tales en particulier, j'ai eu de la chance parce que même en production, j'ai quand même réussi à garder un lien fort sur le dessin. Donc je dirais que c'était 50-50, quoi. Donc 50% de mon temps à faire des concepts pour la production, pour le coup, donc des assets qui sont dans le jeu, et 50% d'encadrement et de diverses choses à côté, quoi. Là, parmi les visuels que tu nous as emmenés, du coup, ça, on est plutôt sur le concept en amont, ou on est déjà sur la... Ça, c'est la production, ouais. Ça, c'est la production. Ouais. Okay. Je pense pas que j'ai pas mis de dessin de pré-prod. Généralement, les dessins de pré-production sont moins flatteurs, parce qu'ils sont toujours encore un peu hésitants, donc forcément, quand c'est une phase de recherche, je sais pas si y en a qui ont eu des artbooks de jeux vidéo entre les mains, mais souvent il y a quand même ouais, c'est plus lâché, il y a plus de crayonnés, il faut aller un peu plus vite parce que forcément comme on explore différentes choses, ça implique aussi d'être assez souple, de changer souvent d'idée, de revenir dessus, etc. Alors qu'en production, ça va plutôt être du travail un peu fini, un peu qualitatif parce qu'il doit être utilisé plus tard en 3D notamment. Donc l'artiste 3D qui va recevoir le concept art doit avoir... C'est des charges quelque part. C'est ça. Okay. Donc le concept artiste, parce qu'en l'occurrence quand je fais ça c'est du concept art, doit être quand même assez précis dans ce qui va livrer pour la suite de la chaîne de production. Du coup, après, vous itérez du coup, avec l'artiste 3D, comme tu as mentionné, pour vérifier si ça correspond à la vision que tu proposais ouais, en début de prod, c'est assez fréquent, effectivement, de revenir sur des détails ou des choses qui me semblent pas correctes ou des choses qu'on peut améliorer. En fin de production, c'est moins le cas, parce que généralement, je travaille avec les artistes, on parle quand même de production qui s'étale sur 3 ans. Ouais. Donc au bout de 2 ans, généralement les gens qui travaillent avec moi, ils ont compris le style. Et moi, de l'autre côté, je leur fais énormément confiance sur le résultat, quoi. Enfin, je garde toujours un petit œil dans un coin quand même pour être sûr que tout va bien, mais globalement, ouais, ça commence à rouler, quoi, au bout d'un moment, si je suis là.
Du coup, tu dois peut-être aussi assurer une cohésion entre les différents artistes qui interviennent sur la suite, dans la phase de production, pour s'assurer que tu maintiens cette vision commune, que tout le monde va, parce que des assets vont être produits par différentes personnes. Ouais. Donc tu pourras avoir un biais de style pour chacune des personnes, j'imagine. Donc toi, tu es aussi cohérent de la cohésion du style implémenté sur tous ces éléments. C'est ça. Je dirais qu'en plus, c'est d'autant plus important au niveau de la conception de la 3D. Pour des concept artistes, en fait, je peux pas forcer les gens, et puis même ça n'aura aucun intérêt, à se plier à un style en particulier. Donc généralement, je suis assez tolérant sur... Enfin, sans être non plus... Enfin, si on fait du réalisme, quelqu'un me sort un concept art cartoon, je dirais non. Mais je serais pas aussi quelqu'un, une certaine façon de faire les visages ou des proportions qui sont un peu différentes, mais des petites variations, j'interviendrai pas là-dessus. Ce sera plus des détails artistiques. Pour le coup, je sais pas, moi, s'il y a un chapeau, je lui demande, il manque une plume. Je vais pas lui dire comment la dessiner, je lui dis il manque une plume. Ouais. Et maintenant c'est ton travail, quoi. Okay. Et après en 3D, ça va être, comment dire, plus direct, je pense, effectivement. Genre, bah là ça va être, oui, enfin, ouais, ça va être, il y a une, comment dire, une nécessité d'être homogène dans le rendu final du jeu. Donc là, par contre, il faut généralement que le rendu soit cohérent. Les ombres, les éclairages, les couleurs, peut-être des choses comme ça. Alors, tout ce qui est lighting, en tout cas sur War Tales, j'en ai fait une grosse partie moi-même. Sur les jeux précédents, c'était pas forcément le cas. Il y avait des lighters sur les équipes plus grosses. Mais oui, effectivement, j'interviens un peu sur tous ces trucs pour que le tout reste cohérent, quoi. Effectivement. Ok. Alors, c'est un métier artistique, mais on est dans le monde du jeu vidéo, donc un truc qui est très numérique. Quelle proportion, du coup, tu as entre le dessin papier, plus traditionnel, et le dessin numérique qu'on peut avoir sur des outils avec des tablettes graphiques, des choses comme ça aujourd'hui? Malheureusement, je fais plus du tout de dessin traditionnel. Plus papier du tout? Non. Tout à la tablette? Ouais, tout à la tablette, ouais. Bah, c'est par manque de temps et surtout, les choses que je fais généralement nécessitent d'aller plutôt vite, notamment sur les mises en couleur. Et du coup, ça, le numérique, ça reste quand même assez indispensable. Je pense que si j'étais plus spécialisé sur les personnages, ce qui n'est pas mon cas, je sais en faire, mais là, peut-être que je dessinerais un peu plus. Je sais que d'autres directeurs artistiques le font, par exemple. C'est pas mon cas, vraiment, mais voilà. Ça ok. C'est un coup de main à prendre, c'est-à-dire que tu as commencé par le dessin papier et tu as franchi le pas sur la tablette. Ou ça a été compliqué, ça a été facile? Non, ça a été facile. Quand j'ai commencé à dessiner, il y a, donc, on parle d'il y a 20 ans, quelque chose comme ça quasiment. Voilà. Oui, je savais dessiner, mais il y avait pas encore, c'était pas encore très développé les tablettes graphiques. Je crois que les tablettes graphiques, ça commençait à peine en fait. Et du coup, je suis arrivé au moment où il y a eu l'explosion du numérique. Donc forcément, je suis arrivé à une phase où on faisait beaucoup de choses. Ça s'appelait du speed painting. Donc le terme n'existe plus vraiment parce que c'était du croquis sur ordinateur, hein, quoi, tout simplement. Mais il y avait un terme bien précis là-dessus et une communauté surtout, avec des artistes très connus comme Craig Mullins notamment, qui a inspiré énormément de gens dès le départ. Qui a défriché un peu la peinture numérique en quelque sorte, et du coup j'étais dans cette phase où c'était vraiment le truc, pas à la mode, mais c'était le courant en tout cas artistique qui commençait à se développer, et forcément le travail en traditionnel est passé un peu à la trappe à un moment donné, quoi. D'accord. Okay. Puis ça permet d'aller plus vite et puis d'être plus proche de la réalisation derrière parce que... c'est ça, parce que ça permet de faire des images, en tout cas cinématographiques, on va dire, avec une composition, différents éléments graphiques. Souvent c'était des décors, hein, c'était pas vraiment des personnages. Et du coup, ouais, c'était vraiment la nouvelle façon de travailler, même dans les entreprises de jeux vidéo à cette époque-là, quoi. Okay. Et maintenant, c'est la norme. C'est un outil parmi d'autres. Je pense que cette notion de faire du sketch assez vite, elle n'est pas forcément utile en tant que ça, en fait, sur la prod. Elle est utile en pré-production, donc j'en parlais au début. Mais quand on entre en production, là, comme je l'expliquais, on a besoin d'avoir des images plus finies pour justement alimenter la production d'artistes 3D. Ouais, plus qualitative pour être... C'est ça. Okay. Plus proche de la cible. Est-ce qu'il y a un jeu ou on va demander un jeu qui t'a marqué particulièrement de par sa direction artistique?
Ouais, bah c'est un vieux jeu, sans surprise. Ouais. C'est Vagrant Story sur PlayStation 1. Okay. Donc ça remonte à une vingtaine d'années, je pense, je dis pas de bêtises, peut-être plus. Ouais, ça m'a marqué parce que c'était pour situer, c'est un jeu de fantasy japonais de Squaresoft à son époque, à son âge d'or, on va dire. Et ce qui était assez intriguant, c'est que les décors étaient assez réalistes par rapport à leurs autres productions qui étaient plus fantasy, donc les Final Fantasy qui étaient de la high fantasy. Là, il y avait un aspect très sombre et très naturaliste. Et en fait, j'ai appris quand j'étais ado d'ailleurs que l'équipe artistique s'est inspirée de Saint-Émilion, qui est dans le coin. Et ils sont allés sur place, ils ont pris des photos, etc. Et en fait, ça explique pourquoi les décors me parlaient autant, etc. Parce que c'était quand même quelque chose qui... culturellement, je connais, en tant que petit français, ouais. Voilà. Local, ouais. Et surtout, c'était très soigné, très détaillé. Il y avait un niveau de détail qui était comparable. Je pense le seul jeu de l'époque qui avait un peu cet esprit-là, c'était Metal Gear Solid. Et en fait, ces deux jeux sont très comparables à plein de niveaux. D'ailleurs, je crois que dans les interviews, le game director avait dit qu'il s'était beaucoup inspiré de Metal Gear, pour la petite anecdote. Mais l'ADA est assez incroyable, ouais. Enfin, en termes les effets spéciaux étaient complètement fous. Le lighting aussi, il y avait une vraie illusion de lighting dans le jeu qui n'existait pas vraiment ailleurs. Le travail n'était pas autant fait à cette époque. Ouais, c'était très novateur et très précurseur en fait de plein de choses. Et du coup, le jeu a très bien vieilli et il continue à avoir quand même une fanbase assez importante. Une belle communauté. Y compris de jeunes joueurs. Tu parlais d'inspiration aujourd'hui. Où c'est que tu vas piocher ton inspiration ? Ça va être des choses que j'ai déjà vues. Énormément des choses que j'ai vues quand j'étais notamment adolescent, forcément, parce que c'est à cette époque-là que les choses nous marquent le plus. Et les inspirations profondes sont importantes. Maintenant, au quotidien, professionnellement, les inspirations, on va aller chercher sur Google, sur Pinterest, sur ArtStation. Donc, on continue à faire un peu de veille comme ça. Si on est sur un projet, qu'on a des choses précises à chercher, on va utiliser des moodboards. Donc, c'est des tableaux sur lesquels on met plein d'images qui nous semblent pertinentes pour le projet. Et on va s'en inspirer, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça. Ah, très très intéressant. Moodboard, ça se fait beaucoup dans le design en général, pas que dans le monde de jeux vidéo. Oui, ça se fait un peu partout. Mais c'est un outil professionnel, c'est-à-dire que ça permet de communiquer aussi avec d'autres gens qui sont pas forcément des artistes. Oui, c'est-à-dire que même avant, pour dire quelque chose, en fait, tu assembles des choses qui te font penser, enfin, tu es en train de préconstruire quelque part un univers avec tout ça, t'agrèges. C'est ça. Et tu dis, est-ce que ça correspond de loin, comme ça, à ce qu'on a envie de concevoir ? Je pense que c'est un mélange d'inspiration profonde, parce que forcément, il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime pas, et je vais pas prendre le temps de les expliquer forcément. Ouais. Mais il y a aussi une notion de cohérence par rapport au projet sur lequel je suis en train de travailler. Et il y a aussi, finalement, il y a quand même les goûts du game director qui rentrent en compte, quoi. Parce que lui aussi, il a même si c'est pas un professionnel de l'art, il a forcément des envies. Lui aussi a été marqué par des imaginaires ou des choses. Donc, c'est un gros mélange de tout. Et l'objectif est en tout cas de faire le meilleur graphisme possible pour le jeu à la fin, quoi. Ça reste ça l'idée centrale, quoi. On nous demande du coup, Thomas dans la chatroom nous demande, est-ce que tu as une grande satisfaction et en parallèle une grande déception de partager en tant que directeur artistique ? De partager avec nous, enfin, une de tes grandes satisfactions aujourd'hui. Ah oui, je suis super content d'en parler, c'est cool, quoi. Enfin, non, mais... Une réalisation dont tu es super satisfait. D'accord, j'avais pas du tout compris la question. Je pense que Wartage, ça s'est vraiment bien passé, sans être trop corpo, hein, c'est pas le but. Je pense qu'on a réussi à faire un beau projet qui s'est, en tout cas au niveau de sa direction, enfin au global c'est bien passé, mais sa direction artistique, ou en tout cas ses graphismes et la façon dont on l'a fait, ça a été quand même assez idéal, quoi, parce que j'ai pu mettre en pratique aussi un peu tout ce que j'avais fait avant, mais là j'ai le sentiment de l'avoir bien fait, d'avoir trouvé une méthode qui me correspond, parce que comme je le disais, chaque directeur artistique a sa propre méthode. Sur les projets précédents, c'était encore un peu balbutiant, j'étais pas forcément super content de tout ce que j'avais fait. Là, je dois dire que cette fois-ci, c'était quand même bien, quoi. J'ai eu la chance de bosser avec des gens super cool aussi, ça c'était bien. Donc, ouais.
Voilà. Ok, super, très clair. Mais merci pour ça. Pour conclure peut-être, est-ce que tu peux un jeu du moment à nous partager auquel tu es en train de jouer? J'ai fini Persona 5. Ah, donc tu es très RPG japonais en fait. Ouais. Je joue pas qu'à ça, mais ouais, Persona 5, super. Pareil, ce que j'aime bien dans ces jeux-là, c'est que pour le coup, là, il y a une direction artistique qui est extrêmement forte. Et c'est quelque chose que j'apprécie dans le sens où on sent que la vision artistique est pas diluée, quoi. C'est quelque chose. J'ai acheté l'artbook là récemment et on voit le travail avec le commentaire justement de pré-production. Et c'est super intéressant et on sent que l'artiste, même s'il a collaboré, il a une grande liberté, on lui a fait extrêmement confiance en fait finalement sur les visuels du jeu et je trouve ça super, quoi. Voilà. D'accord, super, merci pour ce partage. Nous revoilà, nous allons accueillir maintenant le quatrième intervenant. Le quatrième intervenant pour cette émission aujourd'hui est Robinson, qui va nous présenter le métier de développeur. Et une fois n'est pas coutume, du coup vous allez remarquer j'ai le casque, c'est parce que Robinson est à distance. Et je vais l'accueillir sur Discord à côté de moi, en mettant le bon nom. Bouge pas. Hop, hop, voilà, tu t'appelles Robinson. Merci Super. Robinson d'être dispo. Donc toi Bonjour. Tu es développeur actuellement au sein du studio Team Pebbles. Exactement. Et donc je crois que c'est un studio un peu particulier. Et tu vas nous présenter rapidement à la fois ce que je te propose de présenter, c'est ton métier et aussi le studio, parce qu'on a un contexte un peu particulier. On parlait beaucoup tout à l'heure des tailles des studios. Je pense que dans ton cas, c'est un autre exemple très intéressant à aller creuser. Du coup, je suis développeur. Je suis en train de monter techniquement parce que le studio légalement n'existe pas encore, mais un studio qui s'appelle Team Pebbles. Donc on est 2 développeurs autour dans ce studio. Et aussi, en fait, ce studio est né à partir d'un projet de jeu vidéo, Cantail, et du coup, on travaille avec 2 graphistes. Et du coup, qu'est-ce que je fais au sein de ce studio Pardon. En fait, du coup, je développe le jeu principalement, sachant que à la base, j'ai plus un background de développeur web, donc je découvre. Non, je découvre, c'est faux, mais c'est pas mon background d'études de faire du jeu vidéo. Et qu'est-ce qui t'a emmené du coup à franchir ce pas, de passer de développeur web à développeur dans le jeu vidéo? En fait, c'est arrivé, du coup, j'ai fait une école Gobelin en design interactif. Et en fait, c'est une formation où on est la moitié des développeurs et l'autre moitié des graphistes. Et on travaille ensemble pour créer des expériences interactives, donc des sites internet, des installations muséales, etc. Et aussi du jeu vidéo, parce que du jeu vidéo, c'est un média interactif. Quand on clique, il se passe quelque chose à l'écran. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est trouvé avec mon équipe justement pendant cette formation, et on a fait des jeux vidéo assez naturellement, et on s'est dit faut qu'on continue, on a envie de continuer de faire ça. Ça nous plaît bien, on a une bonne dynamique d'équipe, et justement, c'est quelque chose qu'on a dans notre studio, c'est qu'on est très proches, parce qu'on est 4 potes en fait concrètement, et du coup c'est en termes de dynamique de travail, c'est assez différent de ce qui peut se passer dans des grosses entreprises. Et par exemple, je dis que je suis développeur parce que c'est plus simple de me présenter comme étant développeur, mais en réalité, sur une équipe de 4 personnes pour faire un jeu vidéo, j'ai plein d'autres casquettes. Oui, parce qu'on a présenté plein d'autres métiers juste avant, mais lui, vous êtes 4, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place pour faire une personne un métier, donc vous avez chacun plusieurs casquettes à la fois. C'est ça. Et donc toi, quelles autres casquettes aujourd'hui tu as en plus que de développeur? Est-ce que tu vas dans le domaine artistique également? Est-ce que tu vas dans du producing, des choses comme ça? L'organisation? Alors moi, le côté artistique de faire des dessins, ça se limite au bonhomme bâton. Ça peut être après, je fais des très beaux bonhommes bâtons. Mais justement, en fait, donc avec lui, qui est du coup mon collègue développeur, en fait, dans notre métier, ce qu'on aime justement, c'est de travailler avec des artistes.
c'est quelque chose qui est hyper gratifiant, c'est de donner vie à des choses qui sont inertes lors de la création, et du coup il y a cet échange de bons procédés avec nos graphistes, et du coup justement en tant que développeur, on se positionne quand même sur on est des développeurs proches des artistes, dans le sens, on a développé des outils pour eux aussi, pour qu'ils puissent facilement nous transformer justement leur dessin sur Photoshop en super texture dans notre jeu vidéo, et du coup on va vraiment travailler main dans la main avec eux. Là où effectivement dans d'autres équipes il y a des développeurs qui vont être plus dans leur coin, qui vont être un peu plus le nez dans leur code, et ça peut très bien leur plaire aussi, hein. C'est pas une critique négative, c'est juste que c'est différents métiers, et justement nous on apprécie beaucoup ce contact avec les équipes artistiques. D'accord, la proximité avec les autres équipes, évidemment vous êtes peu nombreux. Tu disais donc vous avez développé aussi des outils pour vous aider dans la production, c'est parce qu'il y a pas d'éléments aujourd'hui qui existent qui vous permettent de faire ça, ou parce que vous avez besoin c'est particulier, vous avez un moteur particulier ou des éléments techniques très particuliers de votre côté? Aujourd'hui, sur notre jeu qui s'appelle A Can Tale, qui est en cours de développement, on travaille sur Unity. Donc en soi, Unity c'est un outil en soi, mais il va y avoir des besoins qui vont être spécifiques aux intentions artistiques, qui sont pas forcément pris en charge nativement par Unity, où les outils sont pas forcément optimisés pour une production. Donc l'idée, nous, c'est qu'on va arriver un petit peu en surcouche de Unity pour faciliter justement l'intégration des intentions artistiques, et qu'on ait un workflow, un processus de travail qui soit le plus fluide possible, et même que nos artistes mettent directement les mains dans Unity quand il y a des réglages à peaufiner, ou des réglages de colorimétrie par exemple, un grain à rajouter, ou modifier même une texture par exemple. En fait, ça permet de donner un peu plus la main aux artistes sur la création du jeu, sans qu'ils aient trop peur non plus, parce qu'ils sont obligés de faire du code ou ce genre de truc, et il y a des artistes qui aiment bien faire du code, mais c'est loin de l'être le cas de tous et de toutes. D'accord, ok, donc ils vont quand même mettre les mains dans Unity. Ok, un environnement de développement spécialisé très utilisé dans le monde du jeu vidéo, parmi les plus connus. Donc tu nous disais, ton parcours, t'es passé par une formation plutôt traditionnelle de développement web. Est-ce que tu avais déjà envie d'aller dans le monde du jeu vidéo, ou est-ce que tu l'as découvert en cours de ton parcours quand tu as appris du coup le métier de développeur web? Alors en fait, au tout début, en sortant du bac, justement, j'avais plus envie d'être le graphiste. J'avais envie de faire des jolis dessins, de la jolie 3D et tout, et c'est quelque chose, j'ai pas eu la patience d'apprendre ça. Et en fait, un peu de fil en aiguille, j'ai fait du développement. Donc j'ai fait ce qui est aujourd'hui un BUT, métier du multimédia et de l'internet. Donc à l'époque c'était un DUT, mais bon, il y a une lettre près qui a changé, quoi. Mais et ensuite. Et du coup, en sortant de bac, le jeu vidéo m'avait traversé l'esprit, mais c'est très très compliqué de trouver des formations publiques gratuites. En tout cas, pas très cher en sortie de bac. Donc, il y avait ce truc-là aussi fallait que je fasse quelque chose pour au moins arriver, par exemple, à Bac+3 pour intégrer l'Engmin. Etc. Donc en fait en sortie de bac, je suis allé vers un DUT MMI qui était un peu une formation un peu polyvalente, multimédia, donc graphisme, web, et du coup c'était assez intéressant parce que justement j'ai découvert que ce côté très couteau suisse on va faire un peu de graphisme, on va faire un peu de développement et tout, c'est quelque chose qui me plaît aussi, et qui a clairement dessiner justement ce que j'ai fait par la suite. Et effectivement, en fait, j'ai fait une licence pro à La Rochelle, donc dans la continuité de cette formation. Et à ce moment-là, je me suis posé la question de est-ce que j'essaie de postuler à l'Engmin en tant que développeur jeu vidéo, alors qu'à cette époque-là, j'avais absolument jamais fait un jeu vidéo de ma vie. Moi, les technologies sur lesquelles j'étais à l'aise, c'était des technologies très très orientées web, donc JavaScript pour celles et ceux qui connaissent.
Et du coup, je me voyais pas trop aller toquer à la porte de l'engmin et leur dire coucou les développeurs, c'est j'arrive avec mon JavaScript, je me voyais pas trop faire ça, donc j'ai découvert la formation de design interactif à Gobelin qui avait ce côté encore très couteau suisse et un peu plus orienté justement expérience immersive, expérience à où il y a une forte tendance, des expériences graphiques vraiment et qui sont jolies quoi, qui mettent des paillettes dans les yeux. Oui, d'accord. On n'est pas encore dans le jeu vidéo, mais on est dans une expérience interactive malgré tout, avec un volet artistique en plus, donc on s'en rapproche. Sans être du document, je fais l'extrême, mais que pourrait être un site web. C'est ça, ouais, c'est ça, beaucoup plus vers ce genre de choses. D'accord, ok. Donc cette formation-là t'a aidé à te rapprocher du coup du monde du jeu vidéo et te tirer un peu vers le côté interactif et artistique que nécessite ce domaine-là. Ok, super intéressant. Et qu'est-ce que aujourd'hui tu préfères dans ton métier au quotidien? Est-ce que ça va être plus le côté très technique du développement, l'algorithmie, résoudre un problème, ou est-ce que ça va être, je sais pas, du coup, rendre quelque chose de vivant à partir d'un dessin figé qu'un artiste t'aura transmis? Rendre quelque chose de vivant, je dirais. J'aime bien le côté, des fois, avoir des petits défis techniques, c'est fun, c'est moins fun parfois, mais c'est quelque chose qui fait que j'ai apprécié très vite la programmation et que j'ai eu envie de continuer là-dedans. La programmation, c'est un jeu d'énigmes. Concrètement, c'est un gros jeu d'énigmes. Des fois, il faut avoir quelques petites notions de maths, mais pareil, c'est un truc que je le cale là rapidement, mais souvent, justement, quand on est au collège, au lycée, même quand on ne connaît pas forcément ce milieu-là, on se dit les développeurs, c'est des matheux. C'est faux. C'est les calculs, les 90% du temps, les calculs les plus compliqués que je fais, c'est des additions et des soustractions. Effectivement, il y a des secteurs, il y a des problématiques qui sont propres aux jeux vidéo qui vont faire qu'on a besoin de certaines compétences, parfois en maths, qui sont un peu plus complexes, mais en vrai, ça vient en faisant. C'est quelque chose, faut pas avoir peur de faire de la programmation si on se prend des caisses en maths, c'est vraiment c'est pas un problème. Après, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il y a le métier de développeur est très large. Y compris dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire que tu peux aller effectivement de développeur très 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 technique pour celui qui va travailler sur le développement d'un moteur de jeu. Donc là, effectivement, on parle de C++, de vecteurs, de trucs très compliqués. Mais aujourd'hui, les moteurs de jeu, tout le monde n'a pas le loisir ou la chance de pouvoir travailler dessus. On va plutôt utiliser des moteurs existants ou des environnements de développement existants, comme tu l'as dit, et Unity en particulier, Unreal aussi en est un autre, sont des choses qui facilitent tout ça et qui du coup vous permettent de vous concentrer sur vraiment l'expérience de jeu et pas sur tous les éléments techniques pour créer cette expérience-là. C'est ça, et puis même il existe des outils, Unity ça reste un outil qui est quand même assez complexe, même s'il y a plein d'interfaces, tout ça qui aident pour créer un jeu sans trop coder, mais bon, de Unity sans coder, ça reste quand même limité à un moment, mais même à côté de ça, il existe plein d'outils très minimalistes, comme Bitsy par exemple, qui permet de faire du jeu vidéo sans coder, et c'est très minimaliste, mais ça peut être une première approche pour créer des expériences, mais Bitsy, comment tu l'écris? C'est BITSY, je crois. En gros, c'est un petit outil web qui permet de faire des jeux en pixel art un peu à la Pokémon au niveau du dessus, des RPG en pixel art un peu. D'accord, alors c'est très bien, ça rejoint une des questions qu'on avait dans la chatroom pendant que on discutait, qui nous demandait s'il y avait des environnements comme ça ou des plateformes pour apprendre à développer. Donc Bitsy, effectivement, je ne connaissais pas. On nous a cité également Scratch. Alors Scratch, c'est quelque chose qui est aujourd'hui enseigné dans les écoles primaires même, dès à présent. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as eu l'occasion de tester, que tu recommanderais? Pas trop, parce que à l'époque où j'ai commencé la programmation, Scratch n'était pas encore très démocratisé, ça existait, mais moi mes premiers cours de programmation c'était Algobox, je crois que c'est encore utilisé, mais où ça permet justement de faire des logiques d'algorithmie.
Moi, je me souviens, alors c'est un logiciel payant qu'on avait eu accès au lycée. On avait, alors c'est plus, ça va être plus de l'électronique, mais en vrai, il y a plein de ponts qui se font avec la programmation. C'est Logically. Ça permet de faire des circuits logiques avec des portes logiques. Donc c'est en gros c'est du binaire concrètement, c'est des 0 et des 1 et tu vas créer des circuits pour réussir à faire à la fin une addition ou une soustraction avec du binaire et c'est très visuel avec des trucs qui se branchent et je me souviens on avait dû faire justement une calculatrice donc fallait addition, soustraction, multiplication, division juste avec des portes logiques et du binaire et on s'était bien tiré les cheveux, c'était assez fun. Mais en soi, j'ai pas forcément de conseils. Évitez le C. Genre, si vous voulez apprendre un langage de programmation, évitez des trucs hyper bas niveau qui sont très où tu passes 1 heure pour avoir 3 lignes de texte qui s'affichent dans un terminal. C'est pas satisfaisant. Ça convient peut-être à certaines personnes, mais personnellement, je trouve ça vraiment pas satisfaisant quand j'essaie d'apprendre. Et c'est pour ça que j'ai commencé et que j'ai apprécié justement avec le JavaScript. Enfin, HTML, CSS et JavaScript, parce que c'est des langages qui sont très instantanés. T'écris une ligne de code, t'as quelque chose de visuel. L'HTML, CSS déjà fait ta structure. T'as le rendu rapidement. T'as un résultat rendu rapidement. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment, c'est souvent sale ce qu'on fait en termes de code, niveau bonne pratique, tout ça, c'est affreux. Quand je remets le nez dans des vieux codes que j'ai pu faire il y a quelques années, je me demande comment j'ai pu faire ça. Mais je trouve que pour apprendre et découvrir la programmation, c'est un bon outil parce que justement, ça permet vraiment d'itérer, d'essayer des trucs et coller des bouts de code sur Internet et les coller et modifier des valeurs pour voir si on arrive à faire son truc. Faut pas avoir peur de copier-coller et de tester, de bidouiller des trucs au début. C'est vraiment en essayant qu'on fait des trucs et des fois sur un malentendu on fait des trucs super stylés et on est trop content. D'accord, alors je vais me permettre de faire une petite parenthèse là-dessus. Donc j'ai 2 enfants qui sont également intéressés par le développement. Mon plus petit du coup fait du Scratch à l'école, donc il aime bien. Et mon plus grand du coup, lui, il s'est initié, donc Scratch aussi il l'a fait. Et il a aussi, alors je l'ai initié sur une plateforme qui s'appelle MakeCode, Arcade MakeCode, qui est maintenant chez Microsoft, je crois que c'est Microsoft qui a racheté ça. Qui est une plateforme qui permet de faire du JavaScript et du Python et la programmation par bloc également. Donc tu as des blocs que tu glisses, comme Scratch en fait, en programmation visuelle, donc ça c'est très bien pour l'accès. Mais tu peux rapidement basculer entre le bloc et le code qui est généré derrière. Et du coup tu as un pont que tu peux faire vers le langage de programmation associé à ça. Ça c'est plutôt intéressant. Et je vais au bout de l'anecdote, c'est que MakeCode propose aussi des jeux de programmation dans l'univers de Minecraft. Donc ça parle de suite aux jeunes enfants. Tu vas avoir un niveau de Minecraft avec un puzzle à résoudre, genre déplacer une poule pour rentrer dans l'enclos, des choses comme ça. Et tu dois du coup programmer le déplacement avec ces blocs-là. Donc ça marche plutôt bien. Et cerise sur le gâteau, MakeCode te permet d'avoir également du code que tu peux déployer sur des consoles dédiées, donc des petites plateformes électroniques, comme on en a plein aujourd'hui, des consoles de développement, où tu vas pouvoir du coup déployer ton jeu dessus, et tu peux avoir du coup l'expérience de rendu du jeu derrière directement, avec une vraie manette entre les mains. Donc tu as fait le tour complet et tu restes pas juste dans ton navigateur. C'était pour répondre à la question dans la chatroom. Je vous recommande cette partie-là de mon côté. Revenons à toi, Robinson. Donc développeur dans un studio qui est relativement petit. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on peut facilement se lancer comme ça en indépendant, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui est risqué, et quelles sont les étapes que tu as dû franchir pour arriver à te lancer comme ça? Alors non, c'est pas simple. Nous, on a eu de la chance parce que les étoiles sont un peu alignées au niveau de ce projet-là. Déjà, il y a eu une envie commune de toute l'équipe parce que à toute base, notre projet de jeu, c'est un jeu étudiant et on s'est dit on a envie de le professionnaliser. Et il y a eu une envie commune de toute l'équipe de continuer ce projet-là. Donc, ce qui est de base, j'ai l'impression quand même assez rare. En général, les projets étudiants, ça reste des projets étudiants et ça disparaît, même si souvent on promet à la fin du projet qu'on est trop content, ouais, on va le terminer. Et bon, en général, il finit dans un zip dans les archives et on n'en parle plus. Donc déjà, il y a eu cette envie-là qui doit exister.
Et ensuite, en fait, on a fait du coup la formation Gobelin était en alternance, ce qui nous a permis de cotiser pour le Pôle emploi. Et en fait, ce qui nous a donné droit en sortie d'études à 2 ans de chômage. Ce qui est le Pôle emploi, premier financeur du jeu vidéo. Vraiment, ça nous a permis de se lancer là-dedans parce que aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on est sorti d'études. Ça fait 1 an et demi que concrètement, on n'a pas de revenus. On a le chômage. Donc, on peut manger des pâtes. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte que se lancer directement en sortie d'études, ça peut être beaucoup plus compliqué en fonction des situations de chacun et de chacune. D'accord. Et donc là, il te reste un petit peu de temps pour finir ton jeu. Ça veut dire que tu as quand même une limite pour pouvoir le sortir et le rentabiliser derrière. D'accord, ok. Et ça va, niveau temps, vous arrivez à gérer? Parce que du coup, tu as réussi ça à gérer derrière. T'as cette... Ouais, c'est pour ça que, notamment là, nous, on a depuis septembre, là, on est sur la fin, on a fait partie d'un incubateur sur Angoulême qui est géré par Eureka Tech et qui s'appelle Wiz et qui est orienté justement industrie culturelle et créative. Parce qu'au début, on voulait pas trop aller dans ce milieu des incubateurs parce que c'est très start-up, c'est pas du tout le même état d'esprit. Le même état d'esprit, puis même les mêmes besoins tout simplement que le jeu vidéo. Et du coup, on est allé dans cet incubateur et on a eu quelques billes justement sur tout ce qui est création d'entreprise. Comment, les trucs un peu embêtants de business plan, de comment en fait tu fais pour que ton entreprise gagne de l'argent et pour te payer des salaires. Oui. Donc ça nous a permis un peu de cadrer tout ça et du coup aujourd'hui on a un plan assez on a un plan justement sur la sortie du chômage et comment on va lancer cette entreprise, comment on va pouvoir produire justement notre jeu qui est actuellement en phase d'écriture, pré-prod. Donc c'est des questions qu'on se pose et là c'est en train justement de s'accélérer parce qu'on voit doucement la deadline s'approcher. D'accord. Ok, bon, très clair. Écoute, merci pour tous ces éléments, pour ton métier. Est-ce que, juste pour conclure, tu pourrais nous partager, alors si tu as le temps, aujourd'hui, un jeu auquel tu joues qui occupe ton univers de gamer en ce moment? Alors là, dernier jeu auquel j'ai joué, c'est Signalis. Un jeu un jeu un peu horrifique, mais c'est ok parce que je suis pas trop jeu d'horreur de base, d'un style un peu pixel art PS1 vu de dessus, et qui est assez chouette. Sinon, pareil, je suis en train de passer beaucoup trop de temps sur Persona 5, je suis à 90 heures et j'ai toujours pas terminé le jeu. C'est assez rare que je fasse des jeux aussi longs. D'accord. Ok, bon, très intéressant. J'espère que ça parlera aux gens qui nous regardent. Merci beaucoup pour ton intervention et pour ton temps. Et puis, je te souhaite bon courage pour la fin de développement de ton jeu. On suivra ça avec impatience du coup. Cairn Tail, on nous dit. Voilà, c'est exactement. Ça. Merci. Nous revoilà. Nous allons du coup accueillir maintenant sur le canapé Quentin, qui est junior concept artiste au sein du studio Ubisoft, ici à Bordeaux, qui va nous présenter du coup son métier et peut-être quelques éléments qu'il nous a apportés pour présenter le travail qu'il a pu réaliser par le passé. Donc merci Quentin pour être présent avec nous. Merci à toi de m'avoir reçu pour cette émission. Donc, avec grand plaisir. Très curieux, du coup, ton métier, on a un petit peu parlé précédemment avec Pierre-Étienne quand on a parlé du coup de directeur artistique. Il nous a parlé du concept artiste qui intervenait précédemment. Donc toi, tu es junior concept artiste. Ça consiste en quoi au quotidien, ce métier ? Alors le métier consiste en gros de réaliser des personnages, des décors avec une direction artistique qui est proposée dans le jeu auquel on travaille, notamment sur les projets que j'ai travaillé précédemment, c'était Assassin's Creed, la licence. Et notamment, mon travail, c'était de faire des personnages, des fois des décors. Et la nuance, c'est qu'il peut y avoir des intitulés différents. Moi, en général, c'est marqué concept artiste pour le global. Et sinon, il peut y avoir des spécialisations. Donc, on peut parler de concept artiste
caractère artiste, concept artiste ou concept artiste pour environnement, vraiment spécialisation. Et moi, j'ai l'avantage, c'est de faire un peu de tout dessus. D'accord, donc cet aspect global d'intervenir un petit peu partout. Donc tu interviens du coup sur quelle phase? Est-ce que tu es en amont sur des phases plutôt exploratoires sur le dessin, voir explorer différents styles artistiques en proposant des choses, ou vraiment dans la partie production où là on déroule déjà une vision qui est fixée et on va plutôt sortir les assets finaux pour le jeu? Alors de manière générale, on va travailler sur la partie pré-production. Donc c'est en général dans l'industrie, c'est la pré-production, c'est vraiment le tout début. Donc il y aura des scénaristes qui vont faire un speech sur le projet. Ensuite, une fois que l'univers global a été mis à l'écrit, il y a le directeur artistique qui intervient et nous briefer au concept artiste pour créer l'univers entier. Donc ça va être faire des concepts d'exploration, faire des croquis, faire ce qu'on appelle des mood boards. Les mood boards, c'est un terme anglais qui veut dire planche d'ambiance. Donc ça va regrouper vraiment que ça soit de la couleur, des personnages, des objets. Et le concept artiste peut intervenir aussi en général en production. Donc en général c'est le milieu du projet. Et ensuite, une fois que la production est suffisamment avancée, eh bien, en général, le concept artiste, il a fini son travail. Parce que lorsque le jeu il est arrivé à un état presque fini, bientôt à la sortie, eh bien, en général, le concept artiste, il a globalement fini son travail. Donc, ça va être plus des peaufinages sur certains visuels. Mais en général, un concept artiste travaille toujours sur la partie pré-production et production. D'accord, ok. Donc tout le long de la phase de jeu. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené toi à faire ce métier initialement? Alors, initialement, c'était comme la plupart des gens, je pense, c'est des jeux vidéo. Et bien plus longtemps aussi, c'était le dessin, puisque je dessinais depuis tout petit. Je dirais à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans, je tenais déjà un crayon dans les mains. Et en arrivant plus tard, à partir de collège, etc., je me suis intéressé en essayant de me dire, et si le dessin et le jeu vidéo pouvaient se lier entre eux? Et c'est qu'à partir du fin collège, début lycée, que j'ai découvert que c'était totalement possible. Et je suis passé par des études avec des écoles plus spécialisées, notamment... je pense à un lycée Bertrand du Guesclin qui est basé à Auray dans le 56, où c'était un lycée professionnel. Et du coup, il y avait des formations qui faisaient un lien pour ensuite aller vers des études supérieures dans le jeu vidéo. Et à partir de ce moment-là, tout commença à prendre enfin forme dès que je suis arrivé en études supérieures. D'accord, donc en fait ton parcours était tracé dès le début, j'ai l'impression. Tu savais vraiment ce que tu voulais, tu as déroulé la voie pour aller vers ça. Okay. C'est vraiment, c'est un rêve de gamin, c'était vraiment, notamment, ce qui me faisait rêver, c'était, il y avait les Tomb Raider, il y avait les Rayman, il y avait les Prince of Persia, enfin toutes ces grandes licences-là, en fait, ça m'a donné envie, il y avait Assassin's Creed aussi à l'époque. C'était la partie jeu et surtout visuellement comment ça a été retranscrit. Je regardais même des making of de jeux vidéo, de films, comment ils ont créé les environnements, comment créer les personnages. Enfin, c'était vraiment quelque chose de passionnant et toujours aujourd'hui, c'est génial. C'est intéressant de voir ton enthousiasme pour ce métier. Du coup, toi, ce qui t'a attiré le plus là-dedans, c'était quoi? Les personnages, les décors, le tout? Au début, c'était les personnages. Je voulais vraiment viser que les personnages. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des études passées, j'ai découvert d'autres nouvelles facettes de ce métier en explorant les environnements. Et je me suis vite rendu compte que j'aimais faire les deux.
Et je pense que aujourd'hui, mon poste auquel je suis aujourd'hui, c'est pas tant la satisfaction d'avoir soit une catégorie, soit personnage, soit décor, c'est vraiment s'occuper de tout. C'est d'avoir cette opportunité de vouloir créer vraiment de A à Z, que ça soit un personnage ou un décor, et que tout ça soit unifié dans un seul même projet. Et c'est ce qui est top. C'est ce qui te plaît. Ouais, c'est ce qui me plaît le plus. Alors tu es venu avec quelques éléments visuels du coup sur lesquels tu es intervenu directement. Donc ça c'est des éléments sur lesquels toi tu as travaillé directement. Alors ça c'est quelque chose, ça c'est un projet personnel, okay. Basé sur un concours qui s'appelle Character Design Challenge sur les réseaux sociaux. Et chaque mois ils vont exposer un thème global, et après on va apporter notre imagination sur ce personnage-là. Il peut y avoir un ou plusieurs, mais il y a quand même des contraintes. Dans les règles, en général, c'est d'avoir un seul personnage. Et là, le thème, c'était combattant, guerrier, guerrière. Et ce qui m'a inspiré, c'est de faire une guerrière africaine. Parce que pour la petite histoire, c'est que je viens du Rwanda. J'ai été adopté à l'âge de 3 mois. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a cette envie de raconter, de montrer des choses par rapport à la culture africaine et de mes origines, dans l'art en général, que ça soit en concert, en vidéo, tout ça. Et vraiment, j'avais envie de proposer une guerrière africaine auquel c'est des choses on ne voit pas forcément beaucoup aujourd'hui. C'est vrai. Ah, très intéressant. Ok, donc là on revient effectivement, on travaille sur Assassin's Creed. C'est ça. Donc ça, c'était le dernier projet auquel j'ai travaillé. Assassin's Creed Valhalla, le DLC, la colère des druides. Et là, c'était en pré-production à l'époque où je devais constituer un environnement pour un personnage qui est dans le jeu, qui s'appelle Deirdre. Et le but, c'était de créer un environnement chatoyant avec beaucoup de végétation. Il y a eu beaucoup d'inspiration sur notamment les films Le Seigneur des Anneaux. Il y a Le Hobbit. Il y a plein d'autres références qui me passent par la tête. Donc là, on te donne un style, des thèmes, oui, et un objectif, et après, tu as carte blanche pour produire du coup ce visuel-là de A à Z. C'est ça, tout à fait. C'est que les indications, c'était d'avoir une maison dans un environnement assez ouvert, avec des points de vue de cascade assez luxuriantes, chatoyantes. Et que ça soit un lieu sacré, un lieu de paix, où dès qu'on rentre dans cet environnement, on se sent bien, et un côté magique. D'accord. Ça te prend combien de temps du coup pour arriver à ce résultat-là, à partir de ces instructions de départ? Alors tout dépend. Soit ça peut être très très rapide, ça peut prendre un jour ou deux, comme ça peut prendre un jour ou deux, ouais. Un jour ou deux, ou soit ça peut prendre une petite semaine, parce que il faut prendre en compte que le directeur artistique, eh bien, il nous donne ce qu'on appelle des retours, des feedbacks, et t'ajustes. C'est ça. Régulièrement, et t'ajustes certaines instructions peut-être qui n'étaient pas claires ou qui n'étaient pas comprises ou pas exprimées. Oui. Pour adapter le. C'est ça. Essayer d'ajuster les bons, ça peut être ça peut être technique. Ça peut être aussi, ça peut être juste en termes d'intention de base sur l'histoire. Enfin, c'est vraiment ces petits paramètres-là qui peuvent faire une petite différence sur le concept. Ici, on part sur la ville de Dublin, qui était la capitale de ville marchande en Irlande. Et là, ce travail-là, c'était vraiment, on n'avait pas vraiment de texte au début. C'est en phase de pré-production, on m'avait demandé d'imaginer une ambiance de ville dynamique avec plein de richesses, plein de cultures, et que ça soit vivant, faire une ville vivante. Et mes seules références, c'était
maisons. C'était vraiment l'architecture viking qui existait, qui existe encore. Et derrière, j'ai apporté mon imaginaire sur le cadrage, sur la lumière, sur le nombre de personnes en voyant à l'image. Et le but en soi, c'était pas le fait qu'elle soit entre guillemets jolie, c'est de ressentir quelque chose de vivant, de l'ambiance, tout à fait. Et là, le but, c'était vraiment... et ce qui est intéressant, c'est que dans ce type de concept, il faut aussi qu'il y ait une narration quelque part. On voit une image comme ça, et on a envie de se raconter des histoires, de se dire tiens, pourquoi tel personnage il porte telle tenue, est-ce que c'est un brigand, est-ce qu'il fait un coucher de soleil, lever de soleil, est-ce que c'est tôt le matin. Faut apporter de la richesse dans une image, et c'est ça aussi que j'aime dans ce métier, c'est de raconter aussi des histoires et faire véhiculer des émotions. Ah, bah, évidemment, ça s'y prête beaucoup. Est-ce que tu te documentes beaucoup pour arriver à ce genre de résultat-là? Documenter peut-être pour les instructions, mais peut-être aussi pour l'inspiration? Bien sûr, toujours. Un concept artiste utilise toujours essentiellement des références. Pour cette image-là, on avait déjà des banques de données qui nous permettaient de trouver de l'inspiration. Et sinon, on peut aussi apporter nos propres références pour pouvoir enrichir l'image le plus d'informations possible. Ah oui, pour apporter une petite nuance, c'est que là, c'est des références réalistes. Donc on va prendre des références de photographie, de réels bâtiments qui ont existé, pour justement retranscrire cette subtilité, ce grain de réalisme, alors que c'est juste une image. Et c'est pour donner aux 3D artistes et à l'ensemble de l'équipe une vision globale qui s'inspire de la réalité, afin qu'il y ait le plus d'informations pour pouvoir modéliser cet environnement. Oui, parce que là, on le redit, mais c'est des éléments figés aujourd'hui, c'est du concept, donc c'est-à-dire que c'est pas encore du jeu, et ça sera après utilisé comme support pour traduire ça en éléments de jeu, donc avec différentes personnes, donc des artistes 3D notamment, pour les personnages ou les décors qui vont implémenter tout ça. C'est ça. Du coup, dans ces métiers-là, tu interviens aussi beaucoup avec ces personnes-là qui vont prendre le relais pour implémenter du coup ta vision, pour la traduire en éléments de jeu. Oui. Ok, donc tu fais l'aller-retour avec le directeur artistique au début pour traduire sa vision en éléments de dessin comme ça, enfin, en visuel, et après avec les autres pour les transmettre pour la réalisation dans le jeu. C'est ça. Et là, en tout cas, donc ça peut être un élément que le concept artiste va donner pour les 3D artistes, que ça soit en environnement, que ça soit en personnage. Et une fois qu'il y a suffisamment d'informations, ils vont pouvoir commencer à modéliser basé sur le concept. C'est un peu notre planche de travail, enfin notre fiche de route pour eux. Et ensuite, là par exemple, c'est un personnage qui s'appelle Thorstein, et un personnage qu'on a pu voir sur le concept précédemment sur la ville de Dublin. Et ce personnage-là, c'est vraiment un viking redoutable, mercenaire, qui vit dans la capitale. Et là, le but, c'est de retranscrire un personnage très réaliste. Donc, j'ai dû m'inspirer de films, de références photos. Et derrière, il y a cet ajustement de rajouter plein de détails pour avoir un personnage crédible. Et ce type de concept-là, eh bien, il a suffisamment d'informations pour qu'un caractère artiste qui s'occupe en général des personnages va pouvoir utiliser ce concept pour le faire en 3 dimensions. Ah, c'est clair, c'est ce qu'on nous dit effectivement aussi dans la chatroom, c'est qu'on dirait quasiment une photo. Vu le niveau de détail et le rendu visuel qui est fait avec ça, c'est impressionnant. Et donc là, pareil, c'est quelques jours de travail. Là, c'est un peu plus. Alors, j'ai constaté que pour les personnages, c'est un peu plus long
que les décors, parce que c'est un personnage qui fait partie de l'histoire dans ce DLC. En l'occurrence, c'est un personnage secondaire que le héros Eivor va rencontrer dans l'histoire. Et en général, quand c'est des personnages secondaires ou principaux, on va accorder plus d'importance pour arriver à ce qu'il soit crédible. Oui, parce qu'il fait partie du coup de l'histoire, tu vas le rencontrer plus souvent qu'un élément de décor, tu vas plus se passer devant. C'est ça, tout à fait. Sauf si c'est un hub ou une capitale sur laquelle tu tombes souvent, mais d'accord. C'est ça. Ok. Super. D'autres éléments qu'il nous a amenés, c'est impressionnant. Alors ici, on change de style. Oui, tout à fait. Là, c'est une pièce personnelle où là, je parle en tant que gros fan des Spider-Man. C'est un de mes héros préférés. Et quand je l'ai réalisé juste après avoir vu le film d'animation Spider-Verse, qui est extraordinaire dans sa DA, dans ses animations, et après avoir joué aussi à Spider-Man, à Miles Morales. Je sais plus s'il était déjà sorti à ce moment-là, je me rappelle plus, je crois qu'il n'était pas encore sorti dans mes souvenirs, mais en tout cas c'est un mélange de techniques où là j'ai voulu mélanger le côté réaliste de New York et le côté style de mouvement, peut-être animation 2D pour le Spider-Man. Et vraiment, ça a été un vrai challenge en termes de point de vue, parce que du coup, c'est une perspective très compliquée à réaliser. Et j'ai dû utiliser Photoshop et ainsi que en parallèle l'iPad avec le logiciel Procreate, ouais, tout à fait. On voit un petit peu le style que ça représente. Yes. On reconnaît le style du truc. Ok, donc Procreate et Photoshop, du coup, pour ceux qui nous demandaient dans la chatroom. Procreate sur iPad. Oui, on nous a demandé du coup, à 2 reprises quel est le nom du coup de la formation professionnelle dans le lycée que tu as mentionné tout à l'heure dans le 56, si je me rappelle. Oui, c'est ça. C'était communication visuelle et plurimédia. C'était la section communication graphique à l'époque, mais aujourd'hui c'était le nom communication visuelle et plurimédia pour la question. Super, très clair. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un concept qui a été jeté à la poubelle, qui n'a pas été du coup traduit en élément de jeu derrière, mais qui était juste resté à l'état de concept? Eh bien, ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup de fois. On apprend dans le métier à ce que on ne doit pas forcément s'attacher au concept, à notre travail quelque part, parce que c'est une prise de risque. C'est dans le sens où lorsqu'on va créer un concept plein de visuels, il y a plein d'éléments qu'on va faire et qui vont pas être retenus, parce que soit on va pas dans la bonne direction, soit c'est parce que il y en a trop et du coup on va pas en choisir. Et en fait c'est un travail personnel dans le sens où il faut arriver à ne pas s'attacher quelque part. Oui, c'est ça. Il faut s'en détacher quelque part. On peut, mais ça c'est que dans le cadre professionnel. Après, quand c'est des choses personnelles, ah non. Après, c'est notre. Là, tu mets le cœur. Là, Voilà, on peut mettre notre âme, tout ça. Même on peut mettre notre âme sur un boulot fait au travail, mais c'est quelque chose qui, il faut apprendre à se détacher un peu émotionnellement, parce que c'est des choses, oui, que ça peut arriver, de pas avoir des concepts auxquels on a travaillé dessus et de se dire bon bah là tant pis, c'est pas retenu, mais c'est pas grave. Et en général, ça peut nous faire apprendre à donner une meilleure version, à s'améliorer, à trouver des éléments qui disent ah pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois, et qu'à la fin ça soit l'image parfaite. Ok. Très intéressant, super. Du coup, pour conclure, on va dire comme ça, est-ce que tu as aujourd'hui un conseil du coup à donner à ceux qui nous regardent, qui aimeraient suivre cette voie pour atteindre le rôle de junior concept artiste? Eh bien, alors j'en avais plusieurs. J'ai pas mal réfléchi là-dessus. Aujourd'hui,
faudrait garder cet enthousiasme de se dire, bah, si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose qui vous passionne au fond du cœur, que ça soit les jeux vidéo, que ça soit le dessin, etc., c'est garder cette envie de poursuivre ce rêve-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où j'en suis fier aujourd'hui, c'est de se dire, bah, c'est un rêve de gosse, et qu'aujourd'hui, c'est une consécration pour moi de pouvoir le partager à des centaines de personnes qui nous écoutent. Et si en termes de conseils, c'est de rester motivé, il y aura des hauts et des bas, parce que c'est un parcours qui est pas forcément évident, mais en tout cas, si vous accrochez à fond, ça peut le faire. Et vraiment, c'est vraiment top. Super. Est-ce que, alors du coup, par rapport à ça, suivre ses rêves, est-ce que toi, il y a une saga en particulier sur laquelle tu rêverais de travailler en général, hein, pas forcément spécifiquement chez Ubisoft? En saga, ou une licence ou j'avoue, un petit Spider-Man, ça peut être pas mal. Un bon petit Spider-Man, ça peut être cool. Ou Tomb Raider, ou en général, ouais, je viserais plus des choses qui sont dans le domaine qui me parlent, notamment le réalisme, quelque chose qui est un peu plus moins cartoon, mais ça ne veut pas dire que peut-être un jour j'irai dans cette direction-là. Mais en tout cas, non, c'est super. Ok, c'est noté, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Et c'est fini pour les différents intervenants. Ce que je vous propose, c'est de faire une dernière petite pause et on se retrouve juste après pour conclure cette émission. Nous voilà. Bah écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission. On voulait vous remercier pour être tous restés présents jusqu'au bout. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. T'es beaucoup plus grande que moi, c'est pas normal. C'est un effet d'optique. C'est ça. Et merci d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup, pour ceux qui sont en replay sur YouTube, à les poser dans les commentaires. On essaiera de les relayer aux intervenants ou d'y répondre si on a les éléments. Sinon, venez nous voir la prochaine fois en live pour la prochaine édition. On espère qu'il y en aura une. Et puis surtout, on voulait remercier l'ensemble des studios, des personnes qui nous ont mis en relation et des intervenants aujourd'hui. Donc je remercie Marie-Charlotte de So Games de nous avoir fait confiance pour cet événement une nouvelle fois de plus. Et on remercie les studios, si tu veux les citer. Mais oui, l'idée c'est effectivement de remercier nos studios partenaires qui nous aident à pouvoir faire de cet événement un événement complet avec des intervenants divers et variés pour présenter tous les métiers en espérant en fait aider à l'orientation des jeunes. Donc effectivement, merci donc à Ubisoft Bordeaux, merci à Asobo Studio, merci à Shiro Games, merci à Tower 5 et merci à Team Pebbles pour cette édition. Et donc merci à nos intervenants et intervenantes. Donc on peut les reciter, Quentin, Pierre-Étienne, Alizé, Léna et Robinson. De mémoire, bravo. Et merci Christophe pour l'accueil. Avec un grand plaisir, c'est toujours un plaisir de recevoir ces personnes qui sont passionnées par leur métier, qui nous expliquent ça et qui transmettent cette passion. J'espère que pour ceux qui nous regardent, qui sont en curiosité sur les métiers du jeu vidéo et en recherche d'orientation, ça vous a éclairé. N'hésitez pas du coup à regarder les éditions précédentes également, puisqu'on vous remettra les liens. Vous avez 6 éditions avant, normalement, quelques-unes déjà dispo sur YouTube, qui permettent de compléter avec d'autres métiers qu'on n'a pas encore présentés précédemment déjà. Voilà. Et merci à vous d'avoir été là jusqu'à présent.